Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame la Ministre, cher Axel Lemaire, Philippe Monloubou. Mesdames et messieurs, nous allons clôturer cet après-midi par le grand concours des réseaux intelligents. C'était au mois d'avril. Madame la Ministre, vous étiez au Grand Rex avec le président Monloubou et puis cet appel à candidature a été lancé partout dans les régions en France. Ce soir, justement, ça sera la célébration des lauréats. Derrière vous, Madame la Ministre, vous avez les start-up, justement, qui ont été lauréates dans leur région et ce soir ce seront les lauréats de ce prix national. Rapprocher l'industrie et les startups, ça fait partie de vos engagements et on va dire que ERDF l'a mis en exécution, mis en application, sans plus attendre, puisque tout à l'heure nous aurons un débat justement sur le rôle que joue dans la filière industrielle, le rôle des smart grids. Mais je laisse la place pour cette cérémonie d'ouverture, Madame Axel Lemaire. Bonsoir à tous. Je fais semblant de monter les escaliers d'un pas léger. Monsieur le Président, cher Philippe, je vous remercie d'abord pour cette invitation à participer à la cérémonie de remise des prix du concours ERDF Réseau électrique intelligent qui est organisé dans le cadre de ce forum Smart City du Grand Paris. J'en profite d'emblée pour féliciter les organisateurs de l'événement. Ce sont la Tribune, la mairie de Paris, je salue ses représentants, et le think tank Live in a Living City qui ont réussi le tour de force de faire de cet événement une référence en la matière alors qu'il ne s'agit que de la 2e édition. Et je souhaite aussi d'emblée souligner le rôle tout particulier de ERDF qui est personnifié par son président Philippe Monloubou pour son positionnement moteur en matière d'innovation ouverte, pour sa forte implication aussi dans la structuration de la filière des réseaux électriques intelligents. Car quand on parle d'innovation ouverte, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui la pratiquent, il y a les diseux et il y a les faiseux. Vous aurez compris que je préfère la seconde catégorie et nul doute que ce géant qui est ERDF fait partie des makers de l'innovation ouverte. Il suffit d'en juger par les quelques actions que vous avez lancées. Et parmi celles-ci, ce concours sur les réseaux électriques intelligents qui me semble particulièrement intéressant car très fidèle à l'esprit de la French Tech, en particulier avec la volonté de valoriser l'innovation là où elle se trouve, y compris et surtout, et peut-être surtout dans la question des réseaux énergétiques dans les territoires. C'est cette logique de territoire que vous avez adoptée en mettant en première ligne vos 8 directions interrégionales qui se sont appropriées ce concours et je crois vraiment qu'il y a là un modèle français assez distinct au niveau international, celui d'une innovation qui irrigue tout le pays et qui repose sur la richesse d'une diversité qui est très réelle, bien loin d'un modèle qui se voudrait concentré et monolithique. Et puis ce concours, il a le mérite d'esquisser via un rapprochement entre les écosystèmes de l'énergie et du numérique, ce que pourra être l'avenir du groupe, de stimuler aussi l'innovation sur chacun des sujets qui constituent votre cœur de métier. Donc, par exemple, le Smart Data pour la maintenance prédictive du réseau de distribution, grâce en particulier à Dataiku ou à Monixo, c'est un thème qui est porté par ERDF en Île-de-France, ou encore la surveillance des réseaux aériens grâce à Sunbird, qui est un drôle à énergie solaire qui nous vient d'un thème porté par ERDF dans l'Est, ou encore l'utilisation de capteurs et d'objets connectés comme ceux de WinMS au service de l'observabilité et du pilotage du réseau. Et cette fois, le sujet nous vient de la région Manche-Mer du Nord. Au-delà de ces secteurs spécifiques d'intervention, ce que permet le numérique et l'innovation, c'est aussi une innovation de processus et d'usage, avec de nouvelles relations avec les clients, grâce par exemple à la réalité augmentée qui est proposée par Ublim dans la région Auvergne-Centre-Limousin et grâce à de nouveaux métiers pour l'ensemble des 40 000 collaborateurs du groupe, un sujet porté cette fois par ERDF Sud-Ouest. Cela concerne bien sûr le technicien ERDF 3.0
qui est capable de faire des diagnostics vidéo des installations grâce à Sky High Tech, mais ces bouleversements dans les métiers concernent aussi les managers. J'espère donc, cher Philippe, que tu es un président 3.0, comme j'essaie à mon modeste niveau d'être une ministre 3.0. Je parlais d'initiatives en matière d'innovation ouverte lancées par ERDF. Je souhaite évoquer 2 autres projets mis au service des écosystèmes d'innovation. D'abord, la création de l'association Think Smart Grids, c'était en avril dernier, dont la présidence est assurée par ERDF depuis le mois de septembre et qui regroupe 10 pôles de compétitivité avec l'objectif de rapprocher ces acteurs, petits et grands, de l'énergie et du numérique qui ont beaucoup à partager. Et puis, deuxième projet, les travaux en cours au sein du groupe sur la valeur économique, environnementale et sociétale des réseaux électriques intelligents. Je sais qu'un premier rapport a été remis sur la question des transports et une seconde étude est en cours sur les réseaux de distribution. Et là encore, je sais pouvoir compter sur le soutien et sur la mobilisation de ERDF pour mener rapidement à bien ces travaux. Alors, l'ensemble de ces initiatives répondent à une ambition, celle de faire gagner l'équipe de France des réseaux électriques intelligents dans un marché mondial qui est estimé à 30 milliards d'euros pour une croissance annuelle prévue de 10%. Le gouvernement est mobilisé à vos côtés sur ce sujet qui est prioritaire. Et nous le faisons en particulier à travers un plan industriel, le plan réseau électrique intelligent, dont les travaux avancent bien, qui s'est réincarné dans ce qu'on appelle désormais la solution ville durable de la nouvelle France industrielle, cette initiative que j'ai lancée avec Emmanuel Macron en mai dernier pour moderniser notre outil industriel, pour transformer les modèles économiques des entreprises par le numérique autour de solutions industrielles. Et pour prendre un peu de recul, alors que nous allons bientôt souffler la seconde bougie de la French Tech et que l'ensemble des outils en matière de soutien aux start-up, notamment pour le financement, ont été mis en place, qu'ils montent progressivement en charge, eh bien ma priorité, elle est désormais de soutenir pleinement l'innovation ouverte. Pourquoi ? Eh bien, car je suis convaincue d'une chose, que les grands groupes ont besoin des start-up pour accomplir leur propre transition numérique, leur mutation vers des écosystèmes plus ouverts, et que les start-up ont besoin des grands groupes pour croître, pour se développer, pour aller à l'international. Cela peut prendre des formats, des modalités très divers. Par exemple, améliorer les relations structurelles entre start-up et grands groupes en clarifiant la répartition de la propriété intellectuelle. C'est souvent un sujet qui fâche. C'est souvent là un nœud de contentieux entre eux. Et en assurant aussi un meilleur partage des risques financiers. Autre exemple, favoriser la mise en relation entre ces entités, y compris dans les territoires et jusqu'à la conquête de marchés étrangers à l'international. Donc, ce qui a été fait par ERDF, il faut maintenant que d'autres grands groupes le fassent. Et puis aussi, dernier exemple, se servir d'un levier extraordinairement important qui est celui des marchés publics. Le gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux, faire en sorte que 2% de l'achat public soit réservé à des produits et à des services innovants d'ici 2020. Cet objectif, il n'est pas encore atteint, mais nous y travaillons et il est essentiel que l'ensemble des acteurs de l'écosystème y travaillent avec nous. Et puis, plus globalement, c'est l'esprit même des start-up. Je crois que l'État se doit d'intégrer dans ses processus d'organisation, de décision, de prévision. C'est ce que nous souhaitons faire avec le développement des start-up d'État, des projets courts, intensifs, en mode agile, avec des équipes de développeurs sur des programmes de politique publique. Et l'exemple des marchés publics simplifiés est un exemple qui nous encourage à continuer dans cette voie. C'est cette nouvelle alliance pour l'innovation ouverte que j'appelle de mes vœux et qui sera annoncée avec Emmanuel Macron lors du forum qui se tiendra à ce sujet le 18 décembre prochain à Bercy.
Toutes ces innovations, qu'elles proviennent des start-up, des grands groupes, de leurs interactions, elles doivent être mises au service de nouveaux modèles de gestion pour nos villes. Autant de nouveaux modèles qui sont valorisés lors de ce forum qui fait de Paris la capitale des villes intelligentes pour 3 jours. Ces bouleversements liés au numérique, ils interviennent à 3 niveaux, principalement. D'abord, en ce qui concerne la gestion des ressources. Face aux besoins d'une population mondiale qui est largement urbaine, et à elle seule, la Chine, d'ici 15 ans, construira entre 20 000 et 50 000 gratte-ciel, par exemple, pour héberger l'équivalent de 10 fois la population de New York. Eh bien, il ne s'agit pas, en matière de gestion de ressources énergétiques, de faire plus, mais bien de faire mieux. La gestion de ces réseaux, elle était centralisée, elle était unidirectionnelle, avec une production qui répond aux besoins d'une consommation. Eh bien, demain, elle sera répartie, décentralisée, multidirectionnelle, vous le savez mieux que quiconque. En somme, l'énergie de nos villes et sa gestion s'apparentent de plus en plus à la manière dont le web lui-même, le réseau, a été construit et se développe. Au-delà de l'énergie, ce changement de paradigme, il est fondamental pour nos villes et pour nos territoires. L'ensemble des ressources consommées, comme l'eau, des ressources produites, comme les déchets, de l'ensemble des flux comme celui de la circulation automobile sont déjà et seront demain de plus en plus finement évalués, mesurés grâce à une multitude de capteurs, d'objets connectés, analysés, car nul doute qu'un des secrets des villes intelligentes réside justement dans notre capacité à rendre intelligibles et prédictives leurs données. Et la captation, l'utilisation intelligente des données est au cœur de la ville intelligente. Puis le numérique, il est aussi un outil particulièrement puissant pour soutenir le développement des villes et des territoires sur un mode collaboratif. Pensons à toutes ces pratiques contributives qui privilégient aujourd'hui l'utilisation, le partage d'un bien plutôt que son achat et qui favorisent l'utilisation des capacités qui ne sont pas encore utilisées. Souvent, ces innovations qui sont autant des innovations technologiques que des innovations d'usage, elles sont portées par des jeunes pousses bien connus, de plus en plus connus, heureusement, qui soutiennent dans nos territoires le développement de modalités, notamment de modalités de transport alternatives. Et le secteur public n'est pas en reste. C'est par exemple la ville de Paris qui nous accueille et qui a mis en place les partenariats innovants que l'on connaît, que l'on utilise sur les vélos partagés, le Vélib, les voitures partagées, l'autolib, demain le scooter partagé qui sera le Scootlib, tout ça, qui est très copié d'ailleurs de plus en plus à l'étranger, est une véritable source de fierté pour les Parisiens et les Français. Et enfin, le numérique impacte aussi la gouvernance de nos villes et territoires et notre capacité à gérer la cité au sens premier du terme, en dotant les habitants de nouveaux outils de mobilisation citoyenne démocratique. Le numérique contribue à faire en sorte que ces citoyens soient véritablement partie prenante des décisions qui sont prises au niveau local et vous savez à quel point j'attache de l'importance à ces démarches de consultation et de contribution collaborative. Donc, nous le voyons bien, sur ces 3 différents aspects, gestion des ressources, pratique collaborative, démarche participative, le numérique, il est porteur d'une promesse particulièrement féconde, celle, comme le dit Saskia Sassen, d'un vaste réseau multimodal des villes globales. Encore faut-il que ce numérique, il reste un outil au service de choix politiques, et c'est là, je crois, que réside l'un des défis les plus importants à venir, celui de construire demain des villes et des territoires qui ne soient pas des utopies assimilables à des monstres froids de technologie, qui seraient incapables, en définitive, de se mettre au service de leurs habitants. Parce que finalement, parler de villes et territoires intelligents, c'est surtout parler de l'intelligence de celles et ceux qui les peuplent et les font vivre. Alors en ce qui me concerne, dans l'immédiat, je serai par exemple demain avec Emmanuel Macron à Bercy pour féliciter les 21 startups qui seront les ambassadrices de la French Tech au stand de la French Tech au salon au Bourget durant la COP 21 qui s'ouvre très bientôt. Je serai après-demain avec Ségolène Royal pour visiter Place to Be, qui est un espace de coworking, de travail partagé éphémère, qui proposera à des blogueurs venus du monde entier de partager
un regard différent, alternatif sur les négociations autour de la COP21. Et puis, d'ici quelques semaines, je serai au Parlement pour défendre ce projet de loi sur le numérique dont l'ambition est bien de donner une longueur d'avance à la France, notamment en matière économique autour de cette économie de la data, de la donnée. Voilà, j'en ai fini. Place aux lauréats, place au prix, place au président. Vous l'aurez compris, vous pouvez compter sur l'engagement du gouvernement. Je vous remercie et bonne soirée. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir ouvert ce grand concours. J'en suis très honoré, nous en sommes très honorés, d'autant plus honorés que vous m'avez décerné ce soir le titre de Président 3.0. Alors si le fait de conduire aujourd'hui l'entreprise sur l'innovation, l'open innovation et de l'engager résolument dans une trajectoire numérique au service des grands enjeux que vous avez soulignés, ou si c'est le fait de présider aux destinées de cette formidable association Think Smart Grids qui va faire gagner la France, j'en suis convaincu, sur ce nouveau champ qui s'ouvre devant nous. J'accepte bien volontiers cet honneur d'être un président 3.0. Donc ce soir, vous l'avez compris, dans cette superbe salle, je voudrais remercier encore la tribune pour l'avoir organisée, remercier la mairie de Paris et sa maire, bien sûr, de nous avoir permis d'organiser cette cérémonie dans ce superbe espace. On voit bien que l'histoire côtoie les start-up et l'innovation. C'est un superbe symbole de l'engagement qui est celui d'une entreprise comme la nôtre, qui est à la fois, comme vous l'avez dit, enracinée dans les territoires, au plus proche des attentes des citoyens en matière de ce besoin élémentaire qu'est l'électricité, et en même temps qui va puiser en même temps sa source d'innovation et de projection vers l'avenir dans ces mêmes territoires. Et c'est ça, je crois, qui est assez formidable à travers cette dimension 3.0 que vous avez voulu souligner. Voilà, je voulais très simplement, à ce stade de la cérémonie de ce soir, vous remercier encore une fois pour avoir accepté d'ouvrir ce concours qui est une grande première pour RDF et dont nous sommes très fiers, sous l'égide encore une fois de l'association Think Smart Grids, pour cette superbe opération de récompense. Merci à tous ceux qui sont présents ce soir. Bien, Philippe Molonbourg, on vous retrouvera juste dans quelques instants, puisque avant même la cérémonie, nous allons quand même un peu travailler. Il faut débattre. C'est le lieu, vous l'aurez compris, 3 jours de forum pour imaginer le futur et bien entendu débattre autour des enjeux des smart grids. Et le président Molonbourg nous rejoindra dans quelques instants. Je vais appeler Dominique Pialot, journaliste à la tribune, parce que c'est Dominique qui va faire plancher justement à la fois nos invités. Et j'appelle pour cela Martin Duval, président directeur général de Bluenove, qui nous rejoint. Et également Nourdine Hatchaïd, qui est le directeur de la chaire Smart Grid de l'INP Grenoble, et également président du comité scientifique du think tank Smart Grid. Voilà, merci. Prenez place. Alors, vous êtes le dernier débat de cette journée, puisque le forum va bien entendu se poursuivre demain et samedi matin. On a souhaité justement pour clôturer cette première journée, mais clôturer par les réseaux intelligents. Voilà, c'est à vous de travailler de plancher. Je vous laisse, Dominique, avec vos invités. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à tous d'être nombreux pour assister à cette table ronde qui, effectivement, s'inscrit en ouverture de la soirée dédiée au trophée, au concours Smart Grid. Et qui va dans la droite ligne du discours de Madame la Ministre, s'inscrire sous le double signe des smart grids et de l'innovation, et plus exactement, alors j'allais dire open innovation, mais j'ai entendu qu'Axel Lemaire disait l'innovation ouverte. Alors on va peut-être parler français ce soir, bien que smart grid, bon, les réseaux intelligents. Donc le sujet de la table ronde, de quoi les smart grids sont-ils le nom? On va essayer d'apporter une réponse à ça. Mais avec, comme je disais, un angle innovation ouverte, parce que sinon, parler des smart grids, on pourrait y passer la nuit, je pense, hein, surtout, en tout cas, vous, c'est sûr, nous peut-être un peu moins.
Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter, dans l'ordre où je vous donnerai la parole, en quelques mots. Bon, vous, je crois que vous en êtes exempté, voilà. Donc, cela dit, c'est quand même à vous que je vais poser la première question. Donc, vous êtes exempté de vous présenter, mais pas de répondre à ma question, s'il vous plaît. Et la question, c'est de quoi parle-t-on? Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce que sont les réseaux intelligents électriques, puisque c'est votre domaine électrique. Merci encore et très heureux de participer à cette table ronde avec nos éminents collègues. Je crois que nous participons depuis déjà quelques temps avec Noureddin aussi aux destinées, c'est vrai, de ces réseaux électriques intelligents, et je suis très heureux de pouvoir participer également avec ceux qui le font vivre aussi au quotidien, et en tout cas qui savent anticiper les évolutions qui sont à nos portes à ce jour. Alors, réseau électrique, en quelques mots, ça pourrait être très facile. Le réseau électrique intelligent, vous l'avez dit, et on pourrait également, de manière assez succincte, pouvoir dire les réseaux électriques intelligents, c'est l'association du monde de l'électricité et des technologies numériques. Je pense que si on devait le résumer à cela, on perdrait une grande substance, ne serait-ce que la ministre a déjà très largement, je crois, installé justement les smart grids dans toute leur signification, parce que c'est beaucoup plus que cette alliance technologique, c'est justement la convergence aujourd'hui, et on le voit bien, à la fois d'aspiration des territoires aujourd'hui à pouvoir maîtriser beaucoup mieux leur destin, et en particulier leur performance énergétique. C'est la transition énergétique qui n'est plus une option, on le voit bien aujourd'hui, la COP21 va le démontrer, mais bien un engagement aujourd'hui de l'ensemble des citoyens, non seulement français, mais européens et mondiaux. Donc ce sont des attentes très fortes vis-à-vis aujourd'hui de l'environnement, en particulier des énergies renouvelables, et la capacité demain à relever pour les réseaux électriques qui sont au cœur de cette transition, la réponse, apporter la réponse à ces attentes très fortes, à la fois politiques, citoyennes et tout simplement humaines, eh bien, les réseaux pour cela doivent se transformer et peuvent justement conjuguer nouvelles technologies et maîtrise en particulier de technologies historiques autour de l'électricité, qui sont les savoir-faire aujourd'hui de RDF. Voilà ce que j'ai envie de dire autour de ce que représente Smart Grid. Ce n'est pas quelques mots, j'en conviens, mais ce sont des défis absolument extraordinaires. Et je voudrais revenir sur l'association Think Smart Grids, qui justement permet de conjuguer, de fédérer un grand nombre d'acteurs. Notre ministre l'a dit tout à l'heure, aussi bien des grands groupes, des start-up, des PME-PMI, le savoir-faire français, l'intelligence française, la formation, le capital en fait humain, intellectuel et technologique. Et je pense qu'on a devant nous un formidable avenir et un formidable champ de développement potentiel, en particulier pour la France et ses savoir-faire. Merci beaucoup pour cette introduction. Et effectivement, tout ça dans un contexte d'urbanisation galopante qu'a rappelé Madame la Ministre, et qui nous a parlé de chiffres absolument sidérants concernant le nombre de gratte-ciel qui seraient construits en Chine, j'ai même oublié, dans les prochaines années. Mais on voit bien qu'il faut effectivement des solutions en face de ça pour pas que ce soit la catastrophe, notamment sur le plan environnemental. Monsieur Hadj Saïd, alors, je vous laisse vous présenter et nous dire quoi de neuf finalement sur les réseaux électriques récemment. En quoi est-ce qu'ils sont devenus plus intelligents? Comment est-ce qu'ils deviendront peut-être encore plus intelligents demain? Où on en est en matière d'innovation? On a bien compris qu'en tant que tel, le réseau intelligent, c'est innovant, mais à l'intérieur du réseau intelligent, on peut encore, de manière incrémentale ou peut-être des innovations de rupture, aller toujours plus loin. Très bien, merci. Bon, d'abord, voilà, je vais me présenter. Noureddin Hadj Saïd, professeur à l'Institut Polytechnique de Grenoble. J'ai l'honneur de présider le conseil scientifique à côté de Philippe de l'association Think Smart Grid. Et puis, bien entendu, comme l'a dit tout à l'heure, je suis responsable de la chaire d'excellence industrielle Smart Grid, qui était la première chaire en France sur ce thème-là, avec ERDF, évidemment. Alors maintenant, vous me posez la question sur les innovations. J'ai peur que je manque de temps pour vous parler de l'ensemble des innovations. Citez-nous les plus marquantes et peut-être les plus compréhensibles par des néophytes qui sont peut-être parmi nous ce soir. Absolument. Alors, j'aimerais juste préciser, parce que pour aller effectivement en détail de ces innovations, préciser que, en fait, les smart grids, ça affecte l'ensemble de la chaîne. Hein. Donc, on est bien dans une vision système où on a la production, le transport, la distribution. Mais dans cette
forte évolution. C'est une évolution rapide de l'histoire des réseaux, comme on n'en a encore jamais vu. Et c'est surtout la distribution, c'est les réseaux de distribution qui sont les plus impactés parce qu'ils sont en frontal vis-à-vis de tous ces changements, de ces défis-là, notamment les énergies renouvelables distribuées, le véhicule électrique avec les nouveaux usages, le consommateur, on est en frontal avec le consommateur, dans un réseau qui initialement, avec une structure assez importante, en tout cas un patrimoine considérable, qui n'a pas été conçu à l'origine pour ces défis-là. Donc on est dans une évolution à la fois considérable et à la fois rapide. Il faut un patrimoine à gérer aussi. On ne part pas de rien. On ne part pas de rien et en plus, on a un patrimoine aujourd'hui. C'est-à-dire que les innovations qu'on est en train de mettre en place et qui sont arrivées, elles doivent s'inscrire dans le patrimoine existant aujourd'hui. Alors, donc, sur la distribution particulièrement, donc on est évidemment dans cette innovation au niveau de la distribution. Bon, là, il y a effectivement énormément d'innovation avec une vitesse de production assez impressionnante. Je vais essayer de vous dire quelques exemples simplement, sachant que dans les innovations, il y a évidemment ce qu'on avait l'innovation ouverte, j'ai bien retenu le mot, mais il y a tout un effort de recherche et développement qui est considérable parce que c'est cet effort de recherche et développement qui est en fait le moteur de ces innovations également parce qu'on est dans une vision système. J'ai en tête deux, trois exemples, j'ai envie de dire. Donc un des premiers exemples, parce qu'il est emblématique, c'est le réseau autocicatrisant. C'est quelque chose qui est assez marquant. C'est très imagé, mais ça demande un peu d'explication quand même. Alors, courte, mais... Courte. Le réseau autocicatrisant, justement, il s'appuie à la fois sur les technologies du numérique, mais aussi sur les technologies de réseau, du métier, pour pouvoir, typiquement, dès qu'il y a une perturbation, circonscrire la perturbation très rapidement pour pouvoir améliorer la qualité du consommateur, lui donner, au lieu d'avoir des heures de coupure, ça peut être en moins de quelques minutes, voire quelques secondes, sans que ça puisse affecter le consommateur. Et ça, c'est une très grande innovation. Ça, c'est nouveau. C'est très nouveau et je veux même dire que ma connaissance, mais Philippe me corrigera, je crois que c'est ERDF est un des premiers, si ce n'est pas le premier distributeur à installer ces technologies d'autocicatrisation, notamment au niveau des réseaux moyenne tension. Donc ça, c'est une très grande évolution parce que le coût de la coupure est très élevé à la fois parce que il y a l'aspect financier, mais aussi la manière dont le consommateur qui ne supportera pas d'appuyer sur l'interrupteur et de ne pas avoir évidemment la lumière. Et ça, c'est quelque chose également très important. Peut-être la deuxième innovation qui me semble également assez emblématique, c'est justement tout ça, le mariage entre les technologies de l'énergie, mais aussi le numérique dans sa globalité, y compris les microtechnologies. Et on a je dirais, un défi majeur, ce qui est d'observer le réseau avec très peu de points de mesure. Observer le réseau avec très peu de mesures, c'est un challenge extraordinaire parce qu'on ne peut pas équiper, le réseau est extrêmement large et on ne peut pas équiper partout. Et donc il y a un effort particulier sur les capteurs. Mais les capteurs, il ne faudra pas que ça soit, si on installe pour que ça coûte trop cher, que ça parce que ça c'est un point dont on ne va peut-être pas avoir le temps de parler beaucoup ce soir, mais il y a l'aspect quand même combien ça coûte tout ça. Et oui, exact. Et donc, une des innovations, c'est exactement ça. Donc, une des innovations, c'est de passer, par exemple, des capteurs aujourd'hui de l'ordre de 1 500 € à des capteurs d'une dizaine d'euros parce qu'ils exploitent des technologies nouvelles qui sont à base de micro-technologies, ce qu'on appelle les MEMS, les micro-technologies. Microtechnologie, je ne vais pas le dire en anglais, même c'est Micro-Electromagnetic Systems, donc j'essaie de trouver en direct la traduction. Et c'est une révolution, c'est une véritable révolution, d'autant plus que ce sont des capteurs dont on n'a pas besoin de les alimenter, ils tirent leur énergie de leur environnement, différence de pression, différence de température, et ils deviennent auto-alimentés. Ce matin à Lyon, on avait une technologie qui est assez remarquable, qui était une caméra qui scrute les nuages et qui permet finalement, dans le cadre du projet Greenlease, à Lyon et à Grenoble d'ailleurs, et donc ça permet typiquement de faire une prévision fine de la production solaire des panneaux photovoltaïques, ce qui permet, in fine, quand on prévoit mieux, on pilote mieux. Donc si on pilote mieux, évidemment, c'est la meilleure qualité. Donc ça, c'est une brique d'un réseau intelligent, cette caméra. Tout ça, c'est des briques de réseau intelligent. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'innovations, et c'est des innovations qui, j'ai envie de dire, c'est de vraies évolutions, et voire même des ruptures. On est dans des secteurs de rupture. Bon, merci beaucoup. Je sais que si je ne vous arrête pas, vous pourriez continuer comme ça pendant le temps qui nous reste. Donc, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Duval. Donc, vous êtes PDG de BlueNov. Vous allez nous expliquer en 2 mots ce qu'est BlueNov. Et vous êtes ici parce que vous avez accompagné ERDF dans l'organisation de ce concours.
Vous allez nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, Blueneuve, on s'est créé en 2008. On est un peu une start-up aussi, finalement, puisqu'en plus, on a fusionné il y a 1 an avec une société de Montréal sur une plateforme technologique dite d'intelligence collective. Et nous, notre expertise, ce n'est pas la techno, c'est l'open innovation. Donc nous, et je pense que c'est ressorti déjà de ce qui a été dit, je pense que les grands groupes en France, on évangélise beaucoup depuis 7 ans, quand même, pour convaincre que l'open innovation, ça commence à prendre. Vous voyez, on parle d'innovation ouverte enfin, au point, et on la met en œuvre. Et en fait, nous, on est convaincus, je pense que des groupes comme ERDVS le sont désormais déjà, puisque on peut estimer que le Smart Grid Award est réussi en termes de dispositifs d'open innovation. Eh bien, c'est une discipline en soi, et c'est autant important pour les grands groupes que de maîtriser les technologies, que de maîtriser la manière d'animer des dynamiques collaboratives entre les parties prenantes d'un écosystème. Et le Smart Grid, c'est un écosystème. Le facteur clé de succès est aussi important que de détecter les technos, que de maîtriser la collaboration qu'il y aura entre les parties prenantes. Bon, moi, j'aime bien ne pas cantonner, mais on y reviendra peut-être, l'open innovation à la relation grand groupe start-up. Et du coup, on a eu en effet la chance d'accompagner ERDF sur ce concours. Non pas qu'il ne l'aurait pas réussi sans nous, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que des concours, il y en a plein. De grands groupes, on lance plein. Il y en a qui ne marchent pas aussi bien. Donc, il y a bien des raisons. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher ou pas marcher, en fait? Il n'y a pas assez de candidats, il n'y a pas de candidats intéressants. Exactement, c'est souvent un ensemble d'objectifs, un dispositif de type concours. Il y en a plusieurs. Là, c'est être attractif, motivant pour avoir un maximum de candidats quand même au début. Bien penser les étapes de sélection pour sélectionner justement les technos ou les projets qu'on estime le plus rupturistes. C'est comprendre aussi qu'il y a autant d'enjeux à sélectionner la bonne idée, la bonne techno que l'équipe qui va la mener. Mais vous, par exemple, excusez-moi, mais vous n'y connaissez pas grand-chose en Smart Grid. Il y a des gens dans votre équipe. Non, mais comment c'est vous qui avez sélectionné les startups ou ensemble? En fait, notre travail à nous n'est pas sur le fond des projets, mais des mécaniques du concours. Ouais. Dès sa phase de communication, la manière dont il est pensé, dont il est communiqué, ses règlements, ses critères de sélection, ses phases de sélection. Un concours, il est pensé, ce qui était bien dans ce concours en mode ouvert. RDF a compris l'intérêt de penser les comités de sélection ouverts en faisant venir d'autres acteurs de l'extérieur. Donc c'est organiser la dynamique de telle manière qu'elle attire au maximum et qu'elle sélectionne les bons projets. J'ai juste envie de finir en fait parce qu'un concours, il ne s'arrête pas ce soir, il s'arrête sur l'étape d'après. Et je pense que Monsieur le Président sera d'accord avec moi sur les projets qui vont sortir dans les phases d'après, prototypage, de test. Donc tout ça, c'est une dynamique qui doit déboucher jusque-là. Voilà. Alors, Monsieur Montlebout, justement, pour l'instant, on parle des relations entre les startups et les grands groupes. Est-ce que c'est quelque chose dont vous ressentiez le besoin? Enfin, j'imagine que vous en avez d'autres qu'au travers du concours, mais qu'est-ce que vous attendez de ce type de relations et qu'est-ce que ça vous a déjà apporté, les relations que vous avez pu nouer avec des startups? Oui, c'est effectivement un sujet tout à fait intéressant. Pendant un temps, on a pu proposer l'open innovation comme une alternative, comme une option. Ma conviction aujourd'hui, c'est que ce n'est plus une option, l'open innovation. Ça fait partie justement on pourrait presque dire, de l'arsenal qu'un grand groupe dont il doit disposer. Il a bien sûr des équipes de recherche et développement, il a bien sûr des collaborateurs qui sont centrés sur l'innovation, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour raccourcir véritablement les constantes de temps qui sont celles de la logique qui anime aujourd'hui le marché en général, qui sont celles également qui animent les collaborations entre les acteurs. Parce qu'on a compris qu'il y avait un énorme marché international, mais donc il doit y avoir beaucoup de candidats, là je parle des groupes, et donc absolument, il faut être agile et rapide. On est bien là dans les logiques que l'on développe, qui sont celles des logiques gagnant-gagnant, si je puis dire, qui n'ont pas toujours été l'histoire des modes de relation, en particulier entre les grands groupes et les startups, malheureusement, parfois. Mais là, on voit bien qu'aujourd'hui, ces logiques collaboratives et cette capacité à aller trouver de l'agilité, en fait, dans les territoires, puisqu'en plus, aujourd'hui, les nouvelles technologies, et en particulier le numérique, permet aujourd'hui à ce tissu-là de s'exprimer à peu près partout dans l'ensemble des territoires français. Donc, on va chercher de l'agilité que l'on trouve, on va chercher de l'intelligence répartie, parce qu'en plus, elle peut s'exprimer en plusieurs sites. Mais on va aussi trouver, et ça a été dit, et je voudrais insister sur ce point, c'est-à-dire de la transversalité. C'est-à-dire que nos métiers, historiquement, de l'exploitation des réseaux, n'ont pas toujours eu une attractivité particulière pour le monde, justement, des petites entreprises. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup des évolutions et des innovations, et on le verra tout à l'heure, qui naissent et qui aujourd'hui, que l'on arrive à capter par ce concours, entre autres, eh bien, sont souvent issus d'autres secteurs technologiques qu'a priori, on n'était pas spontanément en situation de
pouvoir connecter à notre activité cœur de métier. Je pense alors évidemment aux télécoms, mais on peut penser à la gestion de données, aux data scientists ou analytics, etc. Autant de domaines dans lesquels l'innovation a été particulièrement active ces derniers temps et dont aujourd'hui on peut absolument capitaliser. Et donc tout l'enjeu des concours, et je reviens sur ce qui vient d'être dit, est effectivement pour nous de nous installer, de nous faire connaître, on pourrait dire, ça peut paraître paradoxal quand on le dit comme ça, mais dans ce monde des startups où notre activité, le cœur de métier, je dirais, n'était pas spontanément le champ sur lequel les start-upers, comme on dit, ou les jeunes pousses, étaient enclins spontanément à investir. Et le succès, je crois, du concours, on peut le dire, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens et je le dis bien volontiers, vu le nombre de participants, et y compris le nombre de sélections qu'on a pu rencontrer comme étant directement connectées à nos activités, et je crois en particulier lié à cela. Merci beaucoup. Alors, du coup, vous avez abordé un sujet dont vous pouvez parler également, Monsieur Adjaïd, qui est celui de l'interdisciplinarité et en fait des interfaces entre les différentes disciplines, parce que vous vivez ça également dans le monde universitaire, cette interdisciplinarité qui n'est pas, plus que pour les grands groupes, quelque chose d'historiquement très développé. Oui, c'est bon, effectivement, sauf que là, c'est nouveau de fait que le smart grid, comme ça a été rappelé, hein, donc à la fois parce qu'on a cette convergence des technologies, mais pas que le numérique, l'énergie, mais aussi les sciences sociales, hein, les sciences sociales humaines, typiquement avec l'implication des consommateurs, hein, qui est acteur finalement de la partie énergétique, et on est tout ça dans un système. C'est-à-dire que la scène sur laquelle on travaille, c'est un système assez complexe. D'ailleurs, on dit quand même que le réseau électrique, c'est le système le plus complexe que l'être humain ait eu à construire. Et donc, on est dans une scène complexe où cette interdisciplinarité devient nécessaire, c'est une nécessité. Alors, dans le monde universitaire, bon, dans certains endroits, on avait un peu l'habitude de travailler notamment avec des gens qui sont des informaticiens, des mathématiciens, quelquefois aussi avec des télécoms, mais la révolution ou la forte évolution qui est apportée par les smart grids nous oblige d'aller vers ces technologies de pluridisciplinarité, et on constate en fin de compte qu'une bonne partie des innovations qui sont sorties, elles sont justement aux interfaces. Les exemples que je vous avais cités, ce sont des innovations aux interfaces. Et ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'on aille encore plus loin, d'apprendre à travailler ensemble. C'est typiquement également le sens de la filière Think Smart Grid, où on essaye de regrouper les différents acteurs pour pouvoir travailler ensemble, parce que par essence, le Smart Grid nous pousse à travailler ensemble et nous pousse justement à conjuguer les différentes disciplines dans un objectif commun autour d'une scène commune. Finalement, c'est une forme d'innovation ouverte aussi, cette interdisciplinarité. C'est une forme d'innovation ouverte, et c'est vrai que je rejoins effectivement Philippe, nous avons été assez agréablement surpris, mais agréablement surpris de voir que effectivement cette interdisciplinarité qu'au départ on pensait sur un certain nombre de métiers, on se retrouve finalement avec des personnes qui nous viennent de la géophysique, qui nous viennent de l'aéronautique, qui nous viennent évidemment de numérique naturellement, mais c'est pas que des domaines classiques qui tourneraient autour des réseaux, mais on a des choses qui viennent d'autres domaines qu'on n'a pas forcément l'habitude, je dis bien l'habitude de travailler avec. Alors, Monsieur Duval, je reviens vers vous parce qu'effectivement, vous l'avez abordé tout à l'heure, l'open innovation, ce n'est pas seulement les relations entre les grands groupes et les startups. Quelles autres formes ça peut prendre? Alors nous, on a une vision très large de la notion d'open innovation, au même titre qu'on a une vision large de l'innovation. Elle est déjà transparente. L'innovation, ce n'est pas que du produit ou de la techno, c'est une nouvelle manière de travailler la relation client. Elle était un des thèmes du concours, donc c'est une innovation très large, la notion d'innovation. Et nous, sous la notion d'innovation ouverte, on met même l'interne. Parce que quand on est un groupe comme RDF, on est un écosystème en soi de par sa taille. Donc nous, on met l'interne, les collaborateurs du grand groupe, puis en externe, il n'y a pas que la partie prenante start-up, il y a aussi les clients, il y a aussi les écoles, il y a aussi les partenaires grands groupes. Et finalement, pour reprendre une terminologie de type responsabilité sociale d'entreprise, les parties prenantes de l'écosystème, l'open innovation, ça consiste à se dire toute cette créativité disponible dans un contexte qui reste de crise, où on a moins de budget pour innover, comment on tire toute la créativité de toutes les parties prenantes. Et donc nous, on se voit comme des assembliers, des bons dispositifs collaboratifs à mettre en place selon la partie prenante qu'on décide d'impliquer dans le processus d'innovation. Le concours n'est qu'un de ces dispositifs avec la partie prenante start-up. Et donc, oui, voilà. Après, il y a un enjeu de gestion des talents aussi qui est intéressant à discuter, je pense, tout à l'heure. On va effectivement l'aborder. Voilà.
est-ce qu'en interne, vous avez des dispositifs pour essayer de faire remonter l'innovation, enfin je dis remonter, mais d'où qu'elle vienne, des salariés en fait de RDF? Est-ce qu'il y a quelque chose pour les inciter, je ne sais pas, des concours, des boîtes à idées, enfin, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, sûrement des choses beaucoup plus originales auxquelles je ne pense pas? On essaye, non pas d'être forcément original, mais on essaye surtout d'apporter de l'efficacité justement et d'amener, en particulier, c'est un peu la même logique qui guide l'interne comme l'externe, c'est-à-dire que cette dimension collaborative que l'on vient d'évoquer, elle est ressentie à l'interne comme ce que l'on peut constater à l'externe, à savoir raccourcir le time to market, comme disent nos amis anglais, mais c'est la même chose dans une entreprise. Le temps d'élaboration d'un projet, le temps de la capacité aujourd'hui à faire émerger une idée et la rendre concrète, il s'est considérablement raccourci. Ce qui veut donc dire que ce que l'on évoque là, dans le champ de l'open innovation hors de l'entreprise, se retrouve rigoureusement dans les mêmes dimensions, avec les mêmes caractéristiques à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on est une grande entreprise et il nous faut absolument installer à peu près les mêmes mécanismes pour que justement on puisse faire travailler de manière beaucoup plus collaborative, c'est-à-dire s'affranchir de certaines lignes hiérarchiques qui restent nécessaires pour conserver une structure dans une entreprise, mais qui pour autant doivent ouvrir, faciliter les principes de collaboration. Et ça se fait en mettant à disposition, de la même manière, là, dans les mois qui viennent, nous sommes en situation de mettre à disposition de l'ensemble des salariés un grand nombre de données propres à l'entreprise qui sont de nature à permettre justement l'innovation par les salariés eux-mêmes, une sorte d'open data qui permet à chacun de pouvoir apporter des réponses à sa situation, à son environnement, voire même beaucoup plus cette force de proposition. De la même manière, on s'aperçoit que développer des réponses, de la même manière que l'innovation s'exprime dans les territoires, développer aujourd'hui des réponses à des process dont on a du mal parfois à renforcer l'efficience, eh bien ça se pratique de la même manière, en raccourcissant les chaînes, en installant, c'est le principe qui n'est pas nouveau en soi, mais appliqué dans les entreprises, il est effectivement un peu moins fréquent, qui est celui du hackathon, qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises pratiquent, et qui permet de mettre dans un même bocal, pardonnez-moi l'expression, mais j'aime bien ça parce qu'on sent l'atmosphère dans un bocal, je dirais, d'énergie qui doit se délivrer pour pouvoir justement s'affranchir, là encore, des dispositifs habituels qui, par contre, ne peuvent pas s'affranchir ensuite d'une certaine et d'une réelle rigueur industrielle associée. Et c'est là où il nous faut conjuguer de la même manière technologie de l'innovation, du numérique, et la capacité à délivrer ensuite un produit industriel qui puisse être délivré in fine avec les promesses clients qui sont attendues. Alors, il y a un sujet sur les smart grids dont effectivement il nous reste peu de temps, mais on va quand même essayer d'en parler. C'est la pénurie de talents à laquelle, semblerait-il, on soit confronté, en tout cas en France. Je ne sais pas si c'est spécifiquement français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Monsieur Adjaïd, puisque je crois que vous-même, vous observez, vous êtes confronté à cette question, et ça m'intéresserait de savoir également si c'est le cas comme employeur, recruteur. Alors effectivement, donc moi je suis confronté à double titre. Donc le premier titre déjà en tant que formateur, puisque bon, je suis professeur et donc je forme des jeunes talents dans ce domaine. Et je peux vous dire déjà que je n'arrive pas à satisfaire la demande, entre guillemets, parce que souvent on me demande également est-ce que vous avez des personnes qui sont prêtes à travailler là-dessus, tout ça. Et souvent, non, je n'ai plus, ils sont sortis, ils sont déjà partis. J'ai aussi côté docteur, c'est-à-dire que côté les doctorants qu'on forme, maintenant, en temps de crise, entre guillemets, j'ai des doctorants qui ont la plupart signé des contrats d'embauche 6 mois avant qu'ils terminent, avant qu'ils soient diplômés. C'est ce qu'on appelle un marché en tension. Hein, et alors, l'autre point, c'est que je constate également que l'offre, effectivement, parce qu'il y a une offre d'emploi, en tout cas pour ces jeunes, qui est assez importante, elle n'est pas que française, elle est également à l'international. Donc j'ai aussi une forme d'aspiration. Mais l'international qui vient chercher des talents en France. Ils viennent chercher des talents en France. Ils viennent chercher des talents en France. Ils viennent chercher des talents en France parce que bon, il y a effectivement une qualité de la formation française qui est reconnue, hein, donc elle est reconnue. Et puis les smart grids, c'est pas qu'en France, c'est une course mondiale. Hein, c'est une course mondiale et donc il y a des besoins également partout dans le monde. Et les talents, la même tension
formation sur le talent, elle existe partout, sur ce domaine-là en particulier. Et donc moi-même, je suis également recruteur parce que j'ai beaucoup de projets européens, j'ai d'autres projets par ailleurs, et je suis confronté à cette situation où je suis, je dois le dire, je suis dans la situation où je refuse des projets parce que je ne trouve pas les personnes pour mener les projets. J'en suis là aujourd'hui. Bon, dites à vos enfants de faire des études pour devenir spécialiste des smart grids. Alors, Monsieur Montluboux, est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté de recruter dans un certain poste chez ERDF, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas encore, que vous ne percevez pas? Je pense que je vais corroborer ce que dit Noureddine. C'est vrai qu'on a des besoins, en l'occurrence, de talents tout à fait particuliers sur un certain nombre de domaines pointus. Et c'est vrai qu'il faut les recruter sur un marché en tension, parce qu'aujourd'hui, le monde industriel en général, et dans ses différentes dimensions, cherche, c'est vrai, à capter ces talents. D'ailleurs, un des objectifs, en l'occurrence de l'association Think Smart Grids, est aussi de déterminer, de tracer, d'essayer de designer les routes sur lesquelles on pourrait justement diriger, orienter un grand nombre des formations, parce que les marchés sont là. En France, à l'étranger, vous avez parlé tout à l'heure de ce marché de 30 milliards d'euros sur lesquels la France a réellement les moyens. On a une qualité de la formation, je ne vais pas flatter Nordine avec ça, mais c'est vrai qu'on a une qualité de formation qui nous est éminemment reconnue. Elle est probablement insuffisante en termes de production aujourd'hui, mais en tout cas, nous sommes très intéressés. Après, quand on parle de talent, je crois qu'on a aussi une responsabilité d'entreprise qui nous est propre pour former au sein même, et c'est-à-dire, là encore, organiser notre formation pour pouvoir, là aussi, aménager les espaces qui permettent à un certain nombre de talents propres à l'entreprise de s'exprimer et de trouver, là aussi, à l'intérieur de l'entreprise, les routes pour aller justement proposer eux-mêmes leurs talents, parce qu'on s'aperçoit qu'on détient au sein même de l'entreprise, 38 000 salariés, eh bien de véritables pépites, comme on dit. À nous aussi de créer les conditions, parce que c'est parfois aussi un peu facile de leur envoyer toute la responsabilité sur le monde éducatif. Ils en ont une grande part, hein, je ne le cache pas. mais en même temps, c'est vrai qu'il nous revient aussi de savoir organiser à l'intérieur des entreprises les parcours qui permettent d'aller chercher en notre sein les talents qui sont en général souvent les premiers ambassadeurs, en l'occurrence de ces nouveaux modes de collaboration dont on a absolument besoin, et de manière à ce qu'ils puissent assez rapidement immerger la sphère managériale de l'entreprise, parce que c'est à travers l'engagement managérial aussi de l'ensemble de l'entreprise qu'on saura créer ces nouvelles dynamiques à l'intérieur. Alors, l'open innovation, est-ce que ça peut permettre d'identifier des talents où qu'ils soient en interne dans les universités, dans les écoles, voire de susciter des vocations? Exactement. Et d'ailleurs, attention, deux sujets là-dessus, la connexion entre gestion des talents et open innovation. Je reprends souvent, moi, la phrase du cofondateur de Sun Microsystems en 1990. Il aurait dit une phrase du genre « The smartest people always work for someone else ». Donc, un peu l'open innovation, c'est un peu ça. C'est déjà dans le cadre d'un concours, par nature, une culture d'open innovation comme est en train de la développer ERDF. C'est cette capacité à se connecter à des talents, même si on ne les recrute pas, les startups par exemple. Bon, premier sujet, donc c'est par nature une capacité à se connecter à ces talents dans le monde entier. Et deuxième, moi je suis convaincu que quand on a une culture d'open innovation, ça se sait à l'extérieur. Quand on est un ERDF qui dit j'ai un concours d'idées avec les startups, en interne on a un incubateur pour des gens en interne qui peuvent pousser leurs projets, on fait des partenariats avec les écoles, on a une communauté avec des clients bêta-testeurs, eh bien ça se sait. Et du coup ça envoie le message que, je ne vais pas dire c'est cool de bosser chez ERDF, mais le problème de la gestion des talents, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes talents veulent créer leur start-up. Et du coup, des grands groupes comme ERDF, comment ils arrivent quand même à les attirer? Je pense que c'est en eux-mêmes, en développant une culture intrapreneuriale aussi proche que possible de la notion d'entrepreneuriat. Et inversement, comment on fidélise des talents qui pourraient partir aujourd'hui, être tentés de créer leur start-up? Eh bien, je pense que c'est en mettant en place en interne des dispositifs de type incubateur, de concours d'idées en interne, qui font que quelqu'un qui voudrait vivre l'aventure entrepreneuriale, il se dise je vais quand même rester, je vais la vivre, je vais frissonner comme un entrepreneur tout en restant chez ERDF. Donc voilà un peu le lien entre open innovation et gestion des talents. Merci beaucoup, mais en même temps, peut-être que l'entreprise 3.0, ça sera moins de salariés directement et plus de collaboration avec, ça peut être aussi de l'essaimage de salariés de RDF qui créent leur start-up, avec qui vous continuez de travailler.
Enfin, je ne veux pas ouvrir le débat maintenant parce qu'on est, en principe, on a... Sur le moins de salariés, je pense que la relation n'est pas directe et elle dépend beaucoup de l'activité, des marchés et de la capacité, justement, de la dynamique également. On voit qu'elle est en train de se créer dans les territoires autour de ce qui est l'évolution de la ville intelligente, etc. Par contre, oui, dans la connexion au monde extérieur, les talents, on n'est pas obligé de les internaliser. Il est évident, et j'adhère totalement à cette formule, l'entreprise aujourd'hui, 3.0, mais on pourrait même dire déjà 2.0, est une entreprise qui doit être moi, j'ai eu l'impression que ce soir, tout était 3.0. Oui, alors, je ne voulais pas revenir en arrière. On va rester sur le 3. Mais le 3.0 semble dire que c'est un futur. Je pense que c'est d'ores et déjà aujourd'hui que l'entreprise doit être capable de se connecter effectivement à ce monde. Et le concours est une de ces réalités de connexion parce que ces connexions doivent être rapides, elles doivent être instantanées. Quand je disais tout à l'heure qu'on n'a pas toujours su fonctionner avec le monde extérieur, dans nos pratiques de grandes entreprises, on n'a pas toujours su non plus, de ce point de vue-là, stimuler cette capacité, cette interconnexion, créer les conditions, à la fois, ça a été dit par la ministre tout à l'heure, juridiques, financières, pour savoir explorer les voies et moyens de cette connexion immédiate qui apporte l'agilité et qui apporte la transversalité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, à travers ce qui vient d'être dit, et c'est encore mieux quand ce sont nos collègues qui le disent, on a su développer à travers un certain nombre d'initiatives qui aujourd'hui pénètrent et irriguent l'entreprise une capacité à s'interfacer. C'est aussi la richesse de nos territoires qui nous amène aussi à le faire. C'est aussi la mobilisation des territoires en France et de l'ensemble du système éducatif qui nous amène à repenser là, de manière finalement assez presque naturelle aujourd'hui, alors que c'est pourtant, Dieu sait si l'écart était important avec ce qu'on a eu pratiqué il y a encore quelques années, et bien de manière assez naturelle, trouver cette connexion, et je me félicite encore que ce soir on ait ce résultat avec le grand concours des réseaux électriques intelligents. Eh bien, merci beaucoup à vous trois, messieurs. Merci à vous pour votre intérêt. Et précisément, ça va être place maintenant au trophée, à la remise des prix de ce concours. Donc, je vais laisser la place à mon tour à Jean-Christophe Tortora pour la suite de la soirée. Bonsoir. Merci Dominique. Merci. Maintenant, on sait tout sur ces réseaux intelligents, sur ces smart grids, ce qui va me permettre de pouvoir ainsi ouvrir cette cérémonie. On va vous laisser la place, Philippe Monlobou, et vous reviendrez dans quelques instants pour ouvrir cette cérémonie. Alors, vous l'aurez compris, cette cérémonie, elle traduit cette dynamique qui a été lancée le 15 avril au Grand Rex. C'était en présence d'Emmanuel Macron et d'Axel Lemaire. Et donc avec... Je ne trouble pas là, non? Non, mais vous êtes bien sympathique, mais on vous aime bien, mais votre place est là. Oui, mais alors c'est juste une petite intervention parce que j'ai délaissé le Grand Journal pour être avec vous, si vous voulez. L'amitié n'a pas de prix. Et je tenais juste... Merci. Ah, tu vois, non mais je vais vous relaisser la place. Mais c'est que tous les projets présentés pour ce concours étaient très intéressants, mais le jury a eu un coup de cœur. Ben oui, ça c'est très important. Il y en a un qui est sorti du lot pour une start-up vraiment innovante, Sox Connect. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sox Connect, hein, pas tout le monde n'était là à la base. Et alors, tu sais que c'est un des fleurons de l'industrie française. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on peut revoir d'ailleurs peut-être le petit film qu'ils avaient fait au départ, si tu veux, à l'initiative. Et après, on aura la chance de les avoir en direct peut-être. On peut regarder. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le fleuron de l'innovation, la start-up Sox Connect. Ah, je suis un petit peu en avance apparemment. Ah, il y a une sonnette. Ils ont les moyens. Bienvenue chez Sox Connect, l'application qui retrouve toutes vos chaussettes en un clic. La foule de l'innovation. Allez, venez. Alors, comment vous est venue cette idée flamboyante de Sox Connect? Ça nous est tous arrivé un jour de perdre une chaussette. Ce qui rend l'autre chaussette inutilisable. Notre application consiste à retrouver la chaussette perdue pour réunir les deux chaussettes. Mais alors, vous vous êtes inspiré de votre propre vie en oubliant par exemple une chaussette chez une conquête de soirée? Non, en fait, on n'a pas de copine. Pas de copine, certes, mais une idée de génie. Sox Connect permet de retrouver sa chaussette perdue à n'importe quelle heure et n'importe où dans le monde. Et que fait ce chaussetier? Eh bien, il se l'est. Bon, il avait un contrat? C'est un stagiaire, mais bon, il y en a plein d'autres. Mais vous n'appelez pas un médecin? Un peu d'homéopathie, ça ira très bien. Alors, l'atelier. C'est bien beau la théorie. Mais là, concrètement, j'ai perdu une chaussette. Je vous jure que c'est pas un piège. Alors, comment procéder pour la retrouver? Vous connectez à l'appli Sox Connect. Ouais, vous tapez votre recherche, donc dans votre cas, chaussette bleu moche qui pue, géolocalisation, et voilà, votre chaussette vous est livrée dans la seconde. Désolé pour le retard.
Impressionnant. Eh ben voilà, c'est les mêmes. La même. Ça saute pas aux yeux. Si, c'est la même. C'est la Oui, même. oui, c'est la même, oui, c'est la même. C'est la même. C'est l'innovation, hein, c'est... Bon, parlons chiffres un peu, parce que c'est ce qui intéresse les jeunes. Une start-up comme ça rapporte combien à ses créateurs? Ah ben, on bricole, hein. Ce mois-ci, on a fait 3 millions d'euros, mais je vous rassure, on déclare pas tout aux impôts. Oui, mais c'est un oubli, c'est un oubli. Et si on allait visiter l'atelier? Ça, c'est bien l'atelier, regarde là-bas. C'est bien. Et sinon, vous auriez de vraies innovations à nous proposer? Étonnez-nous et participez au concours ERDF 2015 Réseau électrique intelligent sur erdf.fr. Ah bah on peut les applaudir, hein. On comprend le coup de cœur. Bon alors, les deux entrepreneurs de Sox Connect n'ont pas pu être avec nous, mais ils sont en direct. Alors, messieurs, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Alors, Eric, Quentin, hein, c'est leur nom, est-ce qu'ils sont là? Parce que justement, ils ont tenu à faire un duplex pour être présents avec vous. Voilà. Tiens, tu me remets un morito pastèque, mon petit chat? Bonjour, Salut, Anouar. coucou. Alors, messieurs, ça vous fait quoi de recevoir ce prix pour le concours? Oh bah là, on est Réseau super électrique contents, hein. Nous, intelligent. on est même parti fêter ça aux Seychelles, donc... Merci pour cette très belle somme versée à notre entreprise. Du coup, on a pu voyager en business avec le champagne, les hôtesses. Ça fait quoi d'être une start-up montante, messieurs? Hein? Ah bah c'est super, on a revendu la boîte 10 fois son prix, à Google, bam. Et on n'a rien déclaré au fisc français. Il rigole. Tu rigoles, hein, tu rigoles, oui, il rigole. Bon, en tout cas, nous, Smart City, on est ravis que vous soyez l'un des grands gagnants. Et sinon, c'est quoi votre prochaine idée d'innovation? Dis-leur l'idée. Allez, dis-leur. Bon, et ben on est sur un gros coup, une idée de génie. On va faire, écoutez bien, un compteur électrique communicant pour remplacer les vieux compteurs bleus tout moches. Vous vous souvenez des compteurs bleus tout moches d'ailleurs? Ouais, je me Tu sais, on souviens. mettait les cure-dents dans le compteur et ça bloquait les chiffres, du coup on payait pas parce que... Ah, il rigole. Ah, tu rigoles. Enfin bref, le compteur communicant il sera gratuit, permettra de dépanner les gens à distance et de relever les compteurs sans aller chez les gens, c'est ça qui est malin. Tada, ils sont Oh la à vache. verre. Ah, c'est un peu flashy, Oh la non? vache, ça fait mal aux yeux. Oh la vache. Oui, bon, on l'a appelé Lucky. Voilà. Ouais. Attends, dis-moi, on serait pas en train de faire de la pub là? Oh là là, tu veux dire qu'on serait complètement vendu? On est cramé, j'ai l'impression. Arrête, t'inquiète, on peut parler librement. Apparemment, il y a que 2-3 personnes dans la salle. Bon, en tout cas, on va le vendre une fortune. La douloureuse. Effectivement, messieurs, c'est une super idée. Le chèque encore est rare. Ah bah Là, oui. je veux que tu payes. Et ils sont enthousiastes, hein. Tu mets tout ton argent, toute ton économie, c'est pour Mais ça. ça existe déjà, hein, et Linky sera installé dans tous les foyers français à partir du 1er décembre. Désolé les gars, il va falloir trouver autre chose à inventer. C'est ça, vous comprenez? Merde, c'est une boulette là. Merde. Bon, bah, nous, c'est pas grave parce que bah, on est pour l'innovation, donc Voilà, on trouvera bon. autre chose, c'est pas grave. En tout cas, quels que soient les événements, nous avons confiance en la jeunesse de notre pays. Voilà. Voilà, et vive la fraternité. Et vive la République, vive la France. Merci messieurs. Oui, faites-vous discret. Bon, on peut les applaudir encore une fois. Je crois qu'on a eu un coup de cœur pour des escrocs. Hein, je vais te laisser remettre les prix. On va essayer. Je vous demande d'applaudir Cyril Eldin. En tout cas, pour avoir participé à beaucoup d'événements dans les régions, aux côtés de notamment des directeurs interrégionaux, ce spot a fait un tabac et c'est peut-être aussi un des éléments qui a contribué à avoir plus de 250 candidatures à ce concours des réseaux électriques intelligents. Et pour introduire cette cérémonie, j'appelle Philippe Monlobou. Voilà, eh bien, le moment est venu d'ouvrir effectivement cette cérémonie de remise des concours. Peut-être quelques mots d'introduction. Beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas y revenir, mais en particulier sur ce concours Jeune Pousse qui est véritablement une conviction et, je l'ai dit tout à l'heure, même un engagement de l'entreprise en termes d'open innovation, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes tous convaincus au sein de la direction de l'entreprise que c'est là le ressort indispensable pour nous adapter, préparer en particulier et créer les conditions de la transition énergétique et de la formidable émergence aujourd'hui de cette transition au cœur et au sein des territoires. J'ai parlé tout à l'heure, on a parlé d'agilité, on a parlé de transversalité, on a parlé de collaboratif, on a parlé de
de développement des territoires, parce que je pense que c'est aussi une des raisons d'être d'une entreprise comme ERDF que d'être présente au cœur, d'accompagner ces mutations, d'accompagner leur performance énergétique, d'accompagner tout simplement leur développement. C'est aussi la raison d'être d'une entreprise comme ERDF, de présider aux destinées, pas seul bien évidemment, avec beaucoup d'autres acteurs, aux destinées d'une association comme Think Smart Grid, qui est l'équipe de France des Smart Grid, qui aujourd'hui est là encore une conviction qui est la mienne, très forte, que nous avons en France tous les atouts aujourd'hui pour véritablement prendre une place prépondérante dans le monde du business des Smart Grid aujourd'hui. Des équipementiers, des start-up, une intelligence collective, un potentiel de formation, de grands opérateurs aujourd'hui énergéticiens. Et cette alchimie aujourd'hui qui est réunie au sein d'une association comme Think Smart Grids, elle ne se reproduit pas partout dans tous les pays aujourd'hui, je peux vous l'assurer. Et le marché est là. J'étais là il y a quelques semaines, même pas à l'Energy Utility Weeks à Vienne, et je pense que ceux qui étaient dans cette salle ont pu constater à quel point ce marché n'était plus naissant, mais était une réalité aujourd'hui au service en particulier des grandes ambitions que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc je dirais que ce concours et sa réussite, comme je l'évoquais, est la démonstration, s'il en était besoin, qu'il y avait là véritablement une dynamique nouvelle qui était en train de se créer, dans laquelle j'ai la fierté, c'est vrai, je dois le dire ce soir, de pouvoir montrer à quel point l'engagement de l'entreprise a apporté une vraie contribution à l'émergence de nouvelles idées, à l'émergence aujourd'hui d'un nombre impressionnant de concurrents, puisque à l'origine, ce concours a recueilli près de 290, je veux dire 293 exactement propositions. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que à l'issue de la sélection que nous avons évoquée tout à l'heure avec notre collègue de BlueNov, eh bien, ce sont 70 entreprises, 70 aujourd'hui jeunes pousses, qui ont trouvé réponse, en l'occurrence, en termes de capacité véritablement à se connecter aux enjeux de l'entreprise ERDF et de son développement et de sa manière d'appréhender demain les réseaux électriques intelligents. 70, c'est absolument remarquable, c'est à ce titre que je disais que ce concours était une vraie réussite. Alors les principes ont été lesquels ensuite, puisqu'il faut bien une sélection comme dans tout concours. Et les principes ont été, et ça a été dit, d'abord le principe de la régionalisation. Jean-Christophe le soulignait, et avec le concours, en l'occurrence de la tribune, ça a été dit, mais je tiens à le souligner parce que je pense que c'est aussi un mode de collaboratif, là aussi, pour engager véritablement ces transformations. Eh bien, nous avons pu, dans chaque région, en proposant et en laissant le choix à chacune de nos grandes 8 interrégions, la possibilité de choisir un thème sur lequel engager, en l'occurrence, l'accès à ce concours. Alors, les thèmes, ils sont, on en a déjà cité quelques-uns, ils étaient 8 évidemment, autour de l'excellence de la relation client, autour du technicien ERDF 3.0, il n'y a pas que le président, vous avez compris qu'il y a 3.0, il y a aussi l'ensemble de l'entreprise qui est mobilisée, ou 3.0, les véhicules électriques, la détection et la cartographie des réseaux souterrains, l'application du big data et des data analytics pour la maintenance prédictive des réseaux, ça a été dit tout à l'heure, un grand enjeu patrimonial, la transmission des savoirs, la visite et la surveillance ponctuelle des réseaux aériens, et enfin l'observabilité et le pilotage en continu des réseaux. Autant de sujets qui, spontanément, n'étaient pas accessibles il y a encore peu et qui, aujourd'hui, ont recueilli justement 70 projets qui permettaient de converger avec les attentes que l'on peut avoir en matière de développement, en matière de dynamique autour des smart grids. Alors, ces jurys régionaux étaient constitués d'experts EDF et d'intervenants extérieurs, ça a été souligné tout à l'heure. Nous y tenions, c'était effectivement une des valeurs de ce concours, des industriels, des entrepreneurs, des banquiers, des universitaires évidemment, et qui ont distingué chacun au sein des 8 régions 3 lauréats. 3 lauréats qui se sont vus récompensés d'une somme pouvant, pour les 3 premiers, varier de 20 000 à 10 000 euros chacun, qui pouvaient être aussi bien en nature d'accompagnement qu'en contribution financière, matérielle ou humaine. Et donc ces 25 jeunes pousses sélectionnés, eh bien, au niveau régional, verront leurs solutions expérimentées par ERDF. Je le répète, verront leurs solutions expérimentées par ERDF. Donc ça veut dire que nous les aiderons dans la mesure de notre possibilité et notre partage d'expérience avec elles, à améliorer leurs produits
et à expérimenter, si évidemment l'expérimentation est concluante, à étendre à l'ensemble de l'entreprise leurs produits et l'utilisation de leurs solutions. Ces lauréats se sont ensuite retrouvés, les 25, au siège même de l'entreprise, au siège de l'entreprise de RDF à Paris le 6 novembre dernier. Encore une fois, il fallait bien en sélectionner 5, puisque c'est le nombre final que nous avons sélectionné, à l'occasion d'un grand jury. Et donc ce sont ces 5 jeunes pousses qui ont remporté cette dernière phase de la compétition et que l'on annoncera tout à l'heure dans quelques minutes maintenant, avec 50 000 € pour la première entreprise, 40 000 pour la deuxième et 30 000 € pour les... Puisque je dévoile déjà un petit peu du résultat de ce concours, les 2 entreprises arrivées 3e ex aequo, et puis une entreprise coup de cœur, vous verrez tout de suite quel est ce coup de cœur et pourquoi nous l'avons désigné. Voilà, ces 5 gagnantes étaient encore une fois choisies par un jury, lui aussi très largement représenté, avec en particulier, ça a été dit, des dirigeants de RDF, des représentants et un représentant du commissariat général aux investissements, très important, restant connecté, comme l'a dit notre ministre tout à l'heure, à la dynamique voulue et choisie par le gouvernement, des membres du conseil scientifique de l'association Think Smart Grids, qui réunit, ça a été dit tout à l'heure, les meilleurs experts. On a évoqué tout à l'heure des instituts de recherche prestigieux comme Grenoble, INP, ou Supélec, les Mines de Paris, l'École Polytechnique, etc. Merci. Merci à vous tous de vous être mobilisés, parce que ça a été dit, ce succès, c'est aussi l'engagement individuel de personnalités qui ont su apporter leur concours, leur soutien, leur vision également de la perspective du dynamisme de ce beau domaine aujourd'hui qui s'ouvre à nous, qui est celui des Smart Grids. Eh bien, la tâche a été difficile, vous l'avez compris, mais aujourd'hui nous avons 25 belles entreprises à qui nous avons remis encore une fois une récompense que nous expérimenterons, et puis 5 qui évidemment que nous allons découvrir maintenant, sans plus tarder. En tout cas, je tenais de tout cœur et au nom de toute l'entreprise à remercier tous les participants, je dis bien tous les participants, et évidemment avec une mention particulière à ceux qui sont gagnants, c'est la loi du genre. Merci à vous tous pour avoir contribué à ce formidable concours. La vitesse de la lumière est l'atout majeur de RDF. Mais pas seulement. Aujourd'hui, on récompense l'innovation. Et c'est une compétition des plus acharnées qui révélera parmi 25 startups les 4 lauréats qui seront récompensés en présence de la secrétaire d'État au numérique, ma copine Axelle Lemaire, le 26 novembre à la mairie de Paris. Attends, pourquoi tu lis ton papier là? Pour montrer que j'ai travaillé, que je ne suis pas seulement un génie qui improvise. Ah, ça te passe au-dessus de la tête, ça. Il va falloir se lever, hein. Ben oui, non, parce que là, je sens, regarde, il en est à son 7e café, il arrive toujours pas à trouver l'énergie. Je dérange. Là, tu vois, on sent l'enthousiasme, là, il y a un peu plus vif, mais il y a le café. Toujours. Nous sommes avec TELUS Environnement. Alors, le fait, dès qu'il y a le mot environnement, ça sonne un peu écolo, COP21, ouais, forcément. Et TELUS, en même temps, ça sonne un peu TELUS Détritus. C'est-à-dire qu'ils sont capables de tout pour gagner. De dénoncer les autres, de mettre des chewing-gums dans leur cahier pour pas qu'ils les ouvrent. C'est la déesse de la Terre, TELUS, donc forcément. Il y en a un qui est en forme chez ERDF dès le premier café, c'est le directeur de l'innovation. On a reçu 293 dossiers, donc fort intérêt des startups pour notre démarche. 25 sélectionnés, 4 gagnants. Et voilà, et donc sur ces 293... C'est pour montrer que je suis sur le coup. Hein. Ouais, parfait, sur ces 293, donc, on en a déjà primé 25 au niveau des jurys thématiques. Rien ne se passe par hasard. Hein. Pour accéder au Graal et à la tour ERDF, il y a eu un concours en préalable. Il y avait 8 thèmes avec un concours thématique par région qui sont exprimés sur ce schéma qui est moche mais efficace. C'est quoi votre projet en 2 mots? Alors notre projet, en fait, c'est tout ce qui touche à la transmission des savoirs. Il y a une amélioration d'efficacité qui peut avoir lieu par la collaboration. Regardez, j'ai un autre projet plus intéressant, en fait. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce que vous proposez? Nous, on utilise en fait les données du passé pour prédire comment elles vont évoluer dans le futur. D'accord. Et concrètement, parce que ça, si vous voulez, c'est un peu flou quand même. Bonjour. C'est moi qui juge les jurys, donc je peux vous aider. Mademoiselle, il y a peu de femmes, alors ce serait bien qu'elles soient disponibles. D'accord. Et vous pouvez continuer, mais raccrochez vite. D'accord. On est 2. Ah, ils sont très accueillants, les ascenseurs chez ERDF. On vous dérange pas parce qu'on sait qu'ils ont le trac, mais... C'est la salle d'échauffement pour le bras de fer. Allez-y, un nouveau concurrent.
Il a l'air très sympathique comme ça, mais il a envie de tous vous bouffer, je vous le dis. Hein. Vous n'êtes pas encore passé? Non. Ah ouais, on vous sent un petit peu tendu. Il y a quelques détails à ajuster? Non, quand même, juste arriver à faire marcher l'affichage. Ah oui, ça c'est peut-être l'essentiel quand même. Non, non, tout va très bien, mais on n'a rien. Parfois ils se trompent aussi chez RDF. Hein. Ils ont quand même sélectionné celui qui a inventé l'iPhone Mural l'an dernier. On est obligé de se mettre à quatre pattes, c'est nul. Allô? Vous avez eu des indices du jury? Vous savez que vous... On a été excellent. Ouais. Bon, le jury, je sais pas quel est son avis encore. Vous pensez que le jury a été moyen, mais vous avez été excellent. Ça, c'est pas comme ça que ça s'aborde un jury. Putain, ils dépassent, hein, ils sont laborieux. Ah, félicitations. Ah bah non, c'était Luce. Vous êtes devenu jury, vous. Comment ça va? Ouais, ben, ça va très bien. Je peux vous dire, ils sont très motivés, ceux qui arrivent. Ils ont un trac. Ils sont très bons, ils sont vraiment très bons. Ceux qui passent là, ils ont été déjà sélectionnés en région et ils viennent avec de très beaux projets. On aimerait bien en avoir encore beaucoup plus. Ah, regardez là, juste un truc rapide. On a les notes. Non, ça c'est complètement secret. Non, mais je regarde, juste pour moi. Ah oui, 2. Putain, j'espère que c'est pas sur 20. Hein. C'est sur 4. Ah, c'est sur 4. Bon, enfin, 2 sur 4, c'est pas terrible non plus. Et voilà. Chaque équipe a installé son kakémono. La compétition est terminée. Et maintenant, on échange. On est dans la convivialité. Ça, c'est très bien, c'est très joli. C'est un petit peu chargé. Comment on prononce? Winemes. Ah oui, Winemes, parce que Wins, c'était pas facile. Ouais, ça c'est nul. Ah, c'est toi? C'est toi, Jack, pardon. Ah, il est bien, hein, ton Blue. Ah, c'est quoi? Ah oui, un N, vous peaufinez trop. Vous êtes confiant toujours? Alors, beaucoup mieux que ce matin. Beaucoup moins que ce matin. Beaucoup plus confiant, parce que vous nous avez bien coaché ce matin. Donc les questions pièges, on était préparés à les avoir. Vous avez fait vos choix? Des choix qui remonteront pour la deuxième phase, oui, ils sont faits, mais je ne les dirai pas. Non, mais justement, dans l'oreille. Non. Ben, je suis une tombe. Qu'est-ce que vous attendez de ce concours d'innovation, concrètement? Ce que j'attends, c'est que nous avons déjà primé dans toutes les régions de France des startups innovantes qui vont nous apporter leur savoir, leur enthousiasme, la découverte de nouvelles technologies, Et grâce à ça, on va faire des ruptures technologiques majeures pour continuer à offrir la meilleure qualité de service, la meilleure performance pour nos clients, pour nos territoires, pour les collectivités. Les 8 noms de ceux qui vont avoir le droit de travailler cet après-midi, et je vais les donner par ordre alphabétique. DC Brain. Ah, je peux en dire un? TELUS. TELUS Détritus. Ils sont où? Ah oui, ils ont vachement intrigué et tout. Ouais, ils étaient il était content. Il était content, le mathématicien. Il a dit, moi, je sais que je vais l'avoir. Voilà, les autres, vous pouvez y aller. Pas de café, rien du tout. C'est bon, vous pouvez, c'est fini. Mais vous serez bienvenus l'an prochain. C'est le moment de s'éclipser. On se retrouve le 26 novembre à la mairie de Paris en compagnie d'Axel Lemaire. Voilà, on peut applaudir une nouvelle fois Cyril Eldin. Bien. Cyril, vous êtes sage maintenant, vous n'allez plus m'interrompre, c'est terminé. Bien. Alors on va pouvoir débuter enfin cette cérémonie avec justement le prix coup de cœur. Ça a été un choix du jury. Et pour cela, j'appelle Pierre Mallet, directeur R&D Innovation de RDF, et Martin Duval, président de Blue Nov. Bien, Pierre Mallet, un coup de cœur, pourquoi est-ce que c'était prévu au départ? Oui, alors un coup de cœur, un vrai coup de cœur, pas celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc un coup de cœur, évidemment, il faut que ce soit une entreprise qui ait un petit plus, une petite différence par rapport aux autres. Et nous, notre conviction à RDF, c'est que la performance ne peut venir que de la performance de nos techniciens, de nos salariés, de nos opérateurs sur le terrain. Et on a un gros défi autour de la transmission des savoirs. Parce qu'il y a des nouvelles compétences qui sont nécessaires autour du numérique notamment, et puis aussi parce qu'on a de très nombreux salariés qui vont partir en retraite. Alors on recrute des jeunes qui sont très compétents, très bien formés, mais qui n'ont quand même pas l'expérience des anciens. Et donc il y a des solutions innovantes qui peuvent nous aider à relever ce défi. Et voilà, ça c'est des pistes pour un coup de cœur.
Voilà. Martin Duval, avant de découvrir quel est le lauréat de ce coup de cœur, vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure dans le débat avec Dominique Pialot, vous êtes vous-même, d'une certaine manière, une start-up. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé dans la qualité des 25 lauréats qui ont participé à ce jury national? Moi, je pense que c'est vraiment la mécanique qui a permis de démontrer un niveau d'engagement, je dirais, hors norme des lauréats. On l'a vu un peu dans le film. Donc, bien sûr, une grande diversité aussi, mais ça, c'était la structure même du concours, de par les thématiques, les régions. Donc, je pense que c'est ces deux enjeux, ces deux éléments d'un pan très large de champs couverts sur les contours des métiers cœurs de RDF. Et en même temps, on a retrouvé dans la plupart des startups, on en a coaché beaucoup, mon équipe est là, un niveau d'engagement vraiment très, très, très important. Bien, on ne va pas faire durer plus longtemps le suspense, on va découvrir et je vais laisser Pierre Mallet nous annoncer le lauréat qui va apparaître en principe ici. Voilà, l'hôtesse va vous remettre. Bon, pour moi, c'est quand même pas tout à fait une surprise. Donc, alors, le lauréat du coup de cœur RDF, c'est Cirea. Voilà. Voilà. Voilà le premier champion de cette soirée. Bravo. Alors, on va justement en savoir beaucoup plus sur vous, puisqu'il y a une vidéo qui présente votre activité. Cirea est une entreprise que j'ai créée en 1994. Nous avons deux composantes dans notre entreprise, le domaine de l'automatisme et le domaine de l'électricité. Et donc ça nous semblait important de réunir les savoir-faire des deux entreprises autour d'une activité commune, qui est le pilotage et le contrôle de l'énergie du réseau. Dans le projet Homer, ce qu'on propose, c'est un outil innovant qui va permettre d'assister les techniciens pendant une intervention ou une tâche de maintenance. Le technicien, il va avec une tablette, le téléphone portable ou des lunettes. Il va avoir à disposition toute l'information technique et des indications de sécurité avec l'aide de la réalité augmentée. L'utilisation d'Homer est très simple et intuitive. Et cela va nous permettre de faire un pont entre le savoir-faire et les nouvelles technologies. À Cirea, notre métier vous donne des idées. Bien, je vous demande d'applaudir Anna et Bruno. Alors, voilà le coup de cœur. En quelques mots, parce que finalement, le concours, on l'aura compris, appel à candidature, c'était le 15 avril. Remise de la copie, vous avez dû le faire, si vous avez bien respecté les règles, le 1er juillet dernier. Quel était le parcours et de quelle région vous êtes? En fait, on est du Tarn, donc de Castres. Voilà. Et en fait, je voulais profiter en fait, du moment qui m'est donné là pour parler, parce qu'on parle beaucoup de start-up. Bon, comme vous avez entendu dans la vidéo, nous, on n'est pas une start-up, puisqu'en fait, on est créé depuis 1994. Et donc, voilà, je voudrais aussi qu'on mette un peu l'accent des fois sur les PME, parce qu'il y a des PME innovantes dans les territoires. Et je pense que ces PME aussi elles méritent de participer à ces concours, d'être mises en avant, parce qu'elles ont aussi une certaine dynamique, une certaine force. Alors c'est vrai que nous, on a peut-être un fonctionnement qui est proche d'une start-up, donc on se retrouve là. Mais voilà, mais bon, j'entends beaucoup parler de start-up, mais je pense qu'il y a des forces aussi dans les territoires, il ne faut pas les oublier, quoi. Voilà. Merci. Merci à vous deux. La photo est prise. Anna, vous voulez rajouter un petit mot? Il n'y a pas beaucoup à ajouter, donc non, je suis très contente. Je pense qu'avec toute l'équipe. Avec ce prix, ça va accélérer le modèle économique et votre entreprise, puisque vous allez mettre en œuvre cette innovation avec le groupe ERDF. C'est ça. Merci à vous. Voilà, c'était le prix coup de cœur. Nous allons passer au troisième prix. Et pour cela, j'appelle Jean-Louis Missica, maire adjoint en charge de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité, accompagné de Michel Derdevet, secrétaire général de RDF. Merci. Bien, Jean-Louis Missica, vous, l'innovation, c'est comme si vous étiez né avec. Non, non, j'ai appris comme tout le monde.
Vous étiez tout à l'heure aux côtés de Anne Hidalgo pour ouvrir cette deuxième édition du Forum Smart City du Grand Paris. Quand vous voyez aujourd'hui l'open innovation et l'effort d'industriels comme ERDF de s'ouvrir et de donner la chance à des PME et des startups, vous vous dites qu'il y a eu un grand saut maintenant depuis quelques années? Oui, je me dis que ERDF a bien changé. Et que ça va vraiment dans le bon sens, parce que l'innovation ouverte, c'est vraiment c'est la solution de l'avenir. On sait bien qu'aujourd'hui, avec les transformations radicales qui peuvent exister dans les technologies, et notamment dans l'énergie, les compteurs intelligents, les réseaux intelligents, on parle beaucoup de Smart City, et c'est vrai que les compteurs intelligents et les réseaux intelligents, c'est un des piliers de la Smart City, et donc ERDF est au cœur d'une transformation technologique, aussi bien dans le domaine énergétique que dans le domaine du numérique, qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Et donc le partenariat avec les startups devient une obligation. On sait qu'il y a un enjeu majeur pour ERDF, c'est 35 millions de Linky qui seront installés d'ici à 2021, ce qui veut dire tous les foyers parisiens. Est-ce que vous croyez que ça va donner, en tous les cas, d'autres opportunités, d'autres services à partir de Linky, ici même sur le territoire de Paris? Je pense que l'ERDF est dans la bonne voie, mais il y a encore des efforts à faire pour aller vers davantage d'open data, davantage d'open innovation, davantage de partenariats. Il est clair que le compteur intelligent ne sera véritablement un succès que si et seulement si il est mis à la disposition de l'utilisateur final. Que l'utilisateur final y ait un accès numérique, que toutes les informations qui sont produites lui soient communiquées et qu'il y ait la possibilité, bien évidemment, sous réserve de respect de la loi informatique et liberté, qu'il y ait la possibilité, en anonymisant les données, de pouvoir faire du big data, parce que savoir quelle est la consommation, savoir quel est le prix, savoir quels sont les moments, tout cela c'est extrêmement important, à la fois pour que les gens puissent gérer leur consommation énergétique, et puis également pour que l'on puisse avoir des réseaux véritablement intelligents avec une interopérabilité des réseaux. Vous savez que les smart grids, ça suppose que des réseaux dialoguent entre eux. Et donc, pour que les réseaux puissent dialoguer entre eux, il faut que l'information et que les systèmes soient ouverts. Alors, Michel Derdevet, vous avez compris, hein, Jean-Louis Misica vous challenge, il faut aller encore plus loin demain, ici à Paris et ailleurs. Votre réaction? Mais je crois qu'il n'y a pas de tabou. Entre nous, il y a une très grande convergence. Que ce soit des mots comme big data, open data, ça fait partie de la culture que le distributeur a acquis ces derniers mois et ces dernières années. Et ça fait partie des priorités. Sans trahir de secret, il y a 2 ans, quand Philippe Monloubou est arrivé à tête de RDF, il nous a fixé une ligne de conduite qui était une ambition numérique. C'est le deuxième axe du projet de l'entreprise. Et je crois que tous les collaborateurs, que ce soit nationalement ou régionalement de RDF, ont ça en perspective, avec les 2 cibles que vous évoquiez fort justement, à la fois le consommateur individuel, grâce au compteur Linky, grâce à les informations fournies au pas d'une demi-heure sur Internet, il y aura la capacité pour le consommateur individuel de mieux maîtriser son budget et puis aussi peut-être de changer de comportement. Et puis, la deuxième cible, c'est les collectivités, c'est vous-même qui avez envie à la maille locale d'avoir des politiques énergétiques. Et ces données, nous vous les devons, le réseau de distribution et la propriété des collectivités. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de problématique de positionnement de l'entreprise. J'ajouterais qu'il y a un deuxième élément. On est dans la remise du prix Big Data. Le Big Data, l'augmentation exponentielle des données, vous évoquiez Linky qui sera un facteur d'accélération formidable, c'est aussi pour nous gérer, avoir plus de visualisation des données qu'il y a sur le réseau, mieux les gérer. Et je crois sans trahir de secret, Jean-Christophe, qu'on va tout à l'heure récompenser une start-up qui, de ce point de vue-là, va nous aider à ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Alors pour Cyril Eldin qui n'écoute pas, la maintenance prédictive, ça n'a rien à voir avec Madame Irma. C'est simplement un thème chez nous qui veut dire mieux anticiper les défauts, mieux anticiper les travaux à effectuer, mieux anticiper la maintenance prédictive. Je vous en prie, mais il y a des experts plus compétents que moi dans la salle. Bien, Jean-Louis Misica va nous dévoiler justement quel est le lauréat. C'est vous qui allez nous faire découvrir ce 3e prix ex aequo. Alors, le 3e prix ex aequo, mais je n'ai qu'un seul nom, c'est DC Brain. DC Brain.
Il y avait des hésitations. Vous pouviez venir monter, vous pouviez venir en compagnie. Hein. Voilà, merci beaucoup. On va d'abord voir cette petite vidéo, certainement, qui va nous permettre d'apprendre beaucoup plus sur DC Brain. Notre entreprise s'appelle DC Brain, on est une start-up française de logiciels. On se présente comme le Google Maps des réseaux physiques, à savoir qu'on va, à partir de toutes les mesures et toutes les données qui viennent des réseaux physiques, permettre aux exploitants de mieux les gérer grâce à de la visualisation et du prédictif. Aujourd'hui, vous produisez de plus en plus de données, que ce soit au travers de Linky, du technicien 3.0, des remontées clients, des drones, des capteurs en tout genre. Et nous, par notre capacité à modéliser les réseaux et intégrer toutes ces données au sein d'un seul et même modèle, on va être capable de digérer toutes ces données et d'avoir une estimation directe de l'impact que ça peut avoir sur le réseau. Le RDF est l'acteur qui va permettre cette transition énergétique, l'intégration des énergies renouvelables, la production décentralisée. Et nous, l'année de la COP21, être en mesure d'apporter une pierre à cet édifice, c'est vraiment exaltant pour nous. Alors, Arnaud de Moissac, ça fera plaisir Jean-Loup Missica, puisque Arnaud Moissac est implanté par son entreprise entre la Bretagne, mais bien entendu Paris. En quelques mots, ce concours, pour vous, quelles sont les opportunités demain et comment vous l'avez vécu? Alors, nous, on l'a très bien vécu. C'est vrai qu'il y a énormément de concours pour les startups. Ils ne se valent pas tous. Nous, on a trouvé qu'il y avait énormément de bienveillance en fait, et une vraie volonté de travailler ensemble dans ce concours. Par exemple, et puis la suite, on ressent ça aussi dans la suite. Par exemple, cette semaine, j'étais déjà en train de discuter avec des opérationnels de RDF. Voilà, donc ça avance et on est effectivement super content et très honoré d'avoir ce prix. Et l'année de la COP21, ça a particulièrement du sens pour nous, voilà, parce qu'en fait, on parle beaucoup de smart grids, mais qui a la main sur le réseau en France, c'est ERDF, et donc sans ERDF, il n'y a pas de smart grid. Voilà. Merci Arnaud de Moissac, bravo encore. Merci Michel Drevet, merci Jean-Loup Missica. Voilà, nous allons pouvoir passer au troisième prix. Également, donc, vous l'aurez compris, c'est un ex-aequo. Et je vais demander à Laurent Ferrari, directeur client et territoire de RDF, à nous rejoindre. Bonsoir Laurent. Bien, ça vous inspire quoi déjà ces deux premiers lauréats? Et à la fois, on voyait bien que dans les appels à projets, les 8, il y avait quand même le sujet de la relation client qui était bien entendu au cœur des enjeux de cet appel à candidature. Oui, les réseaux intelligents, ça n'est utile que s'il y a des clients qui sont satisfaits. C'est au bénéfice des clients. Alors, j'aimerais ajouter une petite chose. La Smart City, la ville intelligente pour ERDF, c'est une ville qui est connectée, informée. C'est une ville qui est inclusive. C'est une ville aussi qui est compétitive, attractive. Et puis, enfin, c'est une ville bas carbone. Or, tout ceci résonne complètement avec l'ADN de RDF. Et donc, lorsque nous avons écouté attentivement les présentations des startups, c'est dans cette direction que nous avions l'ambition de désigner la meilleure. Nous n'avons pas été déçus des propositions qui nous ont été offertes. Là-dessus, tout à l'heure, Philippe Monloubou évoquait l'implication du commissariat à l'investissement. Vous avez participé au jury, c'était le jury national. Lionel Jaudet, comment vous avez vécu justement le jury? Bon, un peu perturbé par Cyril, on l'aura bien compris, mais au-delà de ça, on voit bien quand même qu'il y a un enjeu, notamment dans les plans industriels qui avaient été lancés, les 34 plans industriels qui avaient un enjeu très important sur les smart grids. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente au commissariat général de l'investissement? Alors, bonsoir à tous. D'abord, je tiens à remercier ERDF d'avoir associé le commissariat général d'investissement à ce concours et avoir démontré effectivement cette volonté des grands groupes et des PME de travailler ensemble. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et en particulier sur le domaine de l'innovation, puisque le programme des investissements d'avenir a fait entre autres ce pari que l'innovation était porteuse de développement économique, social et environnemental.
Et donc, je suis content de voir effectivement le succès de ce projet d'une part, et je souhaite à tous les lauréats et même à toutes les entreprises qui ont participé de concrétiser ce rapprochement entre PME et grands groupes et de le concrétiser au travers d'un vrai développement avec ERDF et au-delà avec de nombreux clients en France et dans le monde. Voilà. Continuer à innover, à démontrer que ça porte de la croissance, du développement, et sachez que le programme d'investissement d'avenir vous accompagnera, notamment à travers des appels à projets thématiques spécifiques dédiés à ce sujet des smart grids, dont un dédié particulièrement aux PME pour accélérer encore cette coopération et ce développement sur cette thématique qui est fondamentale. Bien, Lionel Jaudet, on va découvrir quel est le lauréat, qui est donc le 3e prix ex aequo. Alors, le lauréat est la société Geocaps. Geocaps. Prenez place, c'est un tandem. Voilà. Allez-y. Alors, on va découvrir la vidéo pour tout savoir sur Geocaps. Geocaps est une jeune start-up normande. Et l'idée de Geocaps, à la base, c'est la convergence entre Twitter et Google Maps. Sur une sorte de nouveau réseau social. C'est-à-dire qu'on va analyser les messages sociaux et les épingler sur une zone géographique relative à leur contenu. Le projet, dans le cadre de RDF, se propose en fait de leur permettre de géolocaliser leur communication, notamment lors de situations de crise, tout en limitant en fait l'effet bad buzz. Et donc Geocaps va faire en sorte d'envoyer des messages uniquement aux particuliers et clients de RDF qui sont sur une zone impactée par une crise quelconque. Geocaps, right place, right people. Et suivez la girafe bleue. Bravo, je crois qu'on a été... Alors vous aussi, vous avez passé tous les parcours. D'abord, vous avez été lauréat de votre région. Ça, c'était au mois de septembre. Oui. Alors de notre région, pas tout à fait, parce qu'en fait, nous, on vient de Normandie. Alors Hélène est de Paris, donc en plus, on est éparpillés sur le territoire. Moi, je suis à la maison. Et par contre, on a été lauréat donc, sur la région de Tours. Voilà. Et donc, on va commencer à implanter notre solution avec la région de Tours, voilà, dans un premier temps. Et on espère évidemment que ce début de belle aventure pourra être longue et se faire avec tout ERDF. En tout cas, j'ai vu dans l'assistance beaucoup d'intérêt et je crois que tout le monde a compris l'usage qui pouvait être fait. On va rendez-vous donc tous à Tours pour voir l'expérimentation. Merci à vous. Je voudrais juste en profiter, puisque nous sommes à la mairie de Paris et que j'aimerais, puisque nous avons eu déjà des contacts avec les équipes de communication de la mairie de Paris, donc j'espère que ce soir nous pourrons les reprendre pour de l'open data comme Monsieur Missika en a parlé si bien tout à l'heure. Merci. Voilà. Merci à vous. Le message, je crois, a été entendu jusque dans le bureau de Jean-Louis Missika. Je suis persuadé que le message a été entendu. Et nous arrivons ainsi à la remise du 2e prix. Et pour cela, j'appelle Gilles Galéan, le directeur technique de RDF, plus Nourdine Achaïd, président du conseil scientifique de Smart Grid. Voilà, prenez des micros. C'est terrible, Gilles Galéan. Quand tout marche bien, c'est grâce aux autres. Quand tout marche mal, c'est à cause de vous, non? C'est un peu à cause de C'est un peu le rôle du directeur technique. Oui, mais le directeur technique est ravi d'avoir l'opportunité de pouvoir encore renforcer les capacités de l'entreprise à une plus grande observabilité de son réseau, pour avoir beaucoup plus de possibilités de diagnostic,
pour aller plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. On a déjà un réseau intelligent en moyenne tension, et puis on va avoir besoin dans les années qui viennent de renforcer tout cela. Et pour le renforcer, s'il y a une brique importante et au cœur de nos objets connectés, de ce qu'on va faire demain, c'est bien les capteurs. Un enjeu très très fort pour nous, c'est de trouver des nouveaux capteurs, des capteurs simples, des capteurs robustes, des capteurs accessibles, des capteurs qui ne nécessiteront pas d'entretien. Et puis grâce à eux, sur un réseau gigantesque, le plus grand d'Europe, sur un réseau toujours en croissance, donc avec un grand nombre de capteurs qui devront présenter des analyses coûts-bénéfices intéressants aussi, renforcer les capacités d'action sur ce réseau. Bien, pour le président du conseil justement scientifique, vous avez participé au jury, on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo. Quand ERDF a lancé par son président, c'était le 15 avril, bon, on va dire qu'il pouvait y avoir une sorte de... On s'attendait à... Voilà, un peu dans l'inconnu de savoir quelle serait la qualité des dossiers, des candidats. On l'a dit tout à l'heure, près de 300 candidats. Ce soir, on a les meilleurs, les 25. Vous, comment vous les avez jugés, ces entrepreneurs, à la fois de toutes les régions, des PME, des startups? C'était très dur, parce qu'on a, comme je le disais d'ailleurs dans la vidéo, on avait vraiment des dossiers de qualité. Et ce qui nous a énormément séduit, c'est que, d'une part, on est quand même dans un secteur qui est à forte concentration d'acteurs, partout d'ailleurs. Et il n'y avait pas souvent justement autant de startups qui jouaient dans ce domaine-là. Ils ont été surpris par à la fois le nombre et puis la qualité. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui nous a été surpris, je l'avais d'ailleurs évoqué tout à l'heure, c'est le fait que l'exploitation de l'interdisciplinarité, et donc ou transdisciplinarité, on voyait finalement l'application, l'ingéniosité de toutes ces startups et PME innovantes, j'ai bien reçu le message, et PME innovantes, et puis on avait des idées, comme je disais, donc des idées qui venaient de la géophysique, des idées qui venaient bien sûr de l'Internet des objets, comme on le verra, donc on avait des idées qui venaient de l'aéronautique, avec les drones ou avec les Sunbird, comme on l'avait également cité tout à l'heure. Donc on avait des idées qui venaient des domaines avec lesquels on n'avait pas l'habitude finalement d'interagir. Et ça nous a à la fois surpris. Et puis comment on les jugeait, qu'on regardait, c'est à la fois la convergence du besoin, évidemment, et des idées qui nous a séduits. C'est cette convergence-là. Et puis je pense que le fait que ça a été organisé par thème et au niveau des régions, ça nous a effectivement facilité le travail et puis finalement ça a été bien structuré, ça nous a permis de remonter effectivement celles qu'on a vues aujourd'hui, celles qu'on voit aujourd'hui qui sont sélectionnées. Et ça grâce à l'organisation de ERDF, parce qu'on entendait beaucoup certains industriels il y a quelques années dire quelquefois il était plus facile dans une tour à la Défense d'avoir un dossier qui arrive de la Silicon Valley que d'avoir un dossier qui arrive de Grenoble, de Toulouse. Donc ça, l'organisation interrégionale, ça permet de mieux détecter toutes les pépites sur le territoire. Je suis très content que vous ayez mis ce sujet-là. Vraiment, je suis très content parce que clairement, cette organisation a permis effectivement de mettre l'accent sur l'ingéniosité au niveau des territoires et qu'effectivement, elle a été aspirée par cet objet qui est finalement assez séduisant. Et puis, évidemment, là, on a effectivement recueilli le nombre qui nous a finalement surpris. Moi, j'ajouterais qu'avec plus de 1000 implantations dans les territoires, on est beaucoup plus proche de toutes les startups en région que de la Silicon Valley, qu'on ne reçoit pas tous les jours et qui n'est pas primée ce soir, loin de là. Bien, ça va nous permettre justement à notre hôtesse de venir remettre l'enveloppe pour découvrir ce deuxième prix. Bien, donc j'ai l'honneur de dire que le deuxième prix revient à Intessence. Voilà la remise, on va avoir la photo et puis la vidéo. Intessence est une start-up qui a été créée en 2009 à La Belge, à côté de Toulouse. Notre projet est une solution de surveillance à distance et d'alerte en temps réel pour l'infrastructure électrique, donc du poste source jusqu'au poste HCABT en passant par les poteaux, les lignes. Pour cela, nous utilisons les nouvelles technologies de l'Internet des objets, autrement appelées les objets connectés, pour capter différents phénomènes en milieu industriel.
Sur le partenariat, on pourra envisager de d'abord développer et valider des solutions avec ERDF, et puis ensuite d'envisager des déploiements en plusieurs phases, tout d'abord sur des zones critiques, et puis ensuite sur des zones un petit peu plus étendues. Nous sommes une société qui aidons les grands groupes à leur transformation digitale par l'Internet des objets. Pour cela, on s'appuie sur une super équipe dynamique et compétente. Eh bien, vous avez disparu, mais vous êtes là. Bravo. Bon, ça me fait plaisir parce que j'ai compris que vous en étiez de la même région. Il me semble, oui. Hein, voilà. Donc, implanté à la Beige. Donc là également, dossier qui a été remis au 1er juillet. Vous avez passé la première sélection au mois de septembre. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le potentiel de collaboration avec un industriel comme ERDF? C'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque, voilà, travailler avec ERDF, déjà au-delà du volume et de tout ce qu'on peut faire en interne, de la joie de les accompagner dans leur transformation digitale, de leur démarche d'open innovation, c'est vraiment une très très belle référence pour ensuite aller voir d'autres marchés, d'autres clients. C'est vraiment un gage de notoriété pour une start-up et bien sûr, ça ouvre des portes. Donc les premiers contrats, vous avez déjà signé des choses avec ERDF ou pas? On peut le dire ou pas? Oui, un tout petit peu pour le moment. Ah, écoutez, le message, il y a eu un message pour Jean-Louis Missica, là, il y a un message pour Philippe Monloubou. Donc de petit peu, il va falloir que ça soit beaucoup, c'est ça? Bien évidemment. Ouais. On n'en doute pas. Et puis il va falloir bien sûr diversifier avec d'autres acteurs industriels parce qu'on dit quelquefois qu'il ne faut pas être dans une totale dépendance par rapport à un industriel. C'est même pas toujours dans l'intérêt de l'industriel de pouvoir se diversifier. Donc pour vous, ça va être un gage d'aller voir d'autres acteurs sur votre technologie? Effectivement, on va pouvoir aller voir d'autres acteurs, ça va être crédibilisant. Et en fait, pour nous, c'est déjà la deuxième fois qu'on le fait, puisqu'on est rentré rapidement chez ERDF, puisqu'on vient du milieu ferroviaire, qu'on a déjà beaucoup d'expérience en surveillance d'infrastructures, de par les technologies, l'accompagnement des métiers de la maintenance, des grands gestionnaires d'infrastructures. Et donc, c'est déjà la deuxième fois qu'on prend des technologies d'un marché, qu'on les amène sur un autre, afin de les faire maturer et de répondre à de nouveaux besoins. Eh bien, bravo. Bravo pour ce deuxième prix. Merci. Juste, est-ce que je peux... Oui, juste, alors s'il vous plaît, parce que voilà, on en parle quand même que rarement, et si on est ici ce soir, il y a toute une équipe derrière, donc je voudrais absolument les remercier, et alors on risque d'être un peu long, tant qu'on n'est pas encore trop nombreux, je vais tous les citer. Fred, Camille, Seb, Greg, Susanna, Joël, Julien, François, Mathilde, David, Laetitia, Liliane, nos petits nouveaux, David, Maxime, et enfin pour remercier Xavier, président fondateur de la société, qui nous a fait tout à fait confiance sur ce concours et qui m'a fait confiance. Merci à tous. Voilà un chef d'entreprise qui connaît ses équipes. Bien, nous arrivons à la clôture de cette cérémonie puisque nous allons décerner le premier prix et c'est bien normal, c'est le président 3.0 puisque maintenant c'est l'attribution qui a été collée par la ministre. J'appelle Philippe Monloubou. On va faire peut-être un petit bilan avant de découvrir le premier prix. Quand vous écoutez ces entrepreneurs qui viennent partout en France, PME, start-up, c'est une nouvelle aventure? Très sincèrement, vraiment, c'est extraordinaire d'entendre ça. Quand on voit, on a eu, comme on l'a dit tout à l'heure, l'habitude d'un certain nombre de concours d'innovation dans lesquels il y avait, bon, reconnaissons-le, une certaine volonté d'honorabilité. Mais là, on est au cœur de la transformation, avec des vraies solutions qui sont directement applicables. Alors, je ne vais pas signer en live les contrats, comme vous l'avez souligné, mais on voit bien qu'il y a immédiatement des mesures qui sont très concrètes, très adaptées, et qui, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, sont autant de ruptures potentielles qui vont accompagner la transformation, qui vont l'accélérer. Parce que c'est bien ça le cœur de ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. C'est qu'on est dans une capacité, grâce en particulier à ce concours, grâce à ces jeunes pousses, grâce à ces PME innovantes, je crois que notre collègue a eu raison d'insister sur ce point-là, on voit bien que la formidable accélération, quelle que soit la qualité à l'intérieur de nos ressources, quelle que soit la qualité de notre R&D, quelle que soit la qualité de nos ingénieurs, on voit bien qu'il y a une complémentarité qui vraiment, moi, me rend fier à la fois d'avoir organisé, d'avoir pu aller stimuler cette recherche et pouvoir l'accaparer, c'est vrai quelque part, et en même temps une grande envie de recommencer, je le dirai peut-être tout à l'heure à la fin. Et justement, Philippe Monloubou, moi je me rappelle très bien, vous étiez le 15 avril au Grand Rex en présence d'Emmanuel Macron. Quand vous avez lancé cet appel à candidature, quelle était, on va dire, votre vision? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore plus surpris par la qualité du dossier? Qu'est-ce qui vous a surpris entre le moment où vous avez lancé cet appel à candidature
et au moment où vous avez découvert les dossiers, les lauréats, et de ce que vous avez partagé avec vos équipes? Oui, sincèrement, je suis surpris. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on puisse atteindre ce niveau à la fois en volume, en qualité, en pertinence, en applicabilité, si le terme peut être adapté. Et c'est une vraie bonne surprise, vraiment des surprises de ce niveau-là. Alors on l'a vu émerger au fur et à mesure, avec à la fois le nombre, avec ensuite la sélection, avec l'appréciation des jurys, l'investissement également, je disais tout à l'heure, l'investissement des jurés, de ceux qui ont apprécié. Il n'est pas que le fruit d'une volonté de collaborer avec ERDF, je pense qu'ils ont tous senti à chaque instant de la sélection la valeur des projets qui étaient présentés. Et ça, on l'a vu grandir, on l'a vu émerger. Nos patrons de direction interrégionale nous ont également rapporté cette qualité, cette dynamique qui était créée. Donc aujourd'hui, à l'instant T, ce n'est pas une surprise, mais on a vu émerger, et honnêtement, entre le 15 avril et maintenant, oui, c'est vrai que l'écart de ma perception, de ma compréhension de ce qu'on pouvait générer est important, oui, c'est vrai. Alors, Philippe Monleboux, on va découvrir le lauréat, le premier prix. Merci. Voilà, alors le premier prix, sans plus attendre, eh bien c'est la société Exem. Exem. Alors, il y a 4 garçons. Alors, je ne sais pas si on a fait 4 prix, mais allez, on peut les applaudir. Oui, je vous le remets. Sans plus attendre, sans plus attendre, on va découvrir la vidéo. Exem, c'est une start-up qui a été créée en 2010 suite à une réflexion autour du débat sur l'impact sanitaire des ondes électromagnétiques. Nous développons en partenariat avec l'Université de Montpellier donc des capteurs ultra sensibles et ultra compacts de champs magnétiques pour développer des dispositifs de sécurité pour les techniciens qui interviennent sur le réseau et également des produits pour la cartographie des réseaux souterrains. Nous avons déjà réalisé un premier prototype de notre produit. Ce qu'on attend maintenant du partenariat avec ERDF, c'est les outils techniques pour pouvoir valider réellement ce prototype selon les critères techniques de ERDF. Alors, je ne veux pas dire, mais vous vous êtes mis un peu comme les Dalton, du plus petit au plus grand, là. Ah, voilà, mélangez-vous. Bon, premier prix, allez, réaction. Donc, on l'aura compris, c'est une entreprise qui est implantée à Montpellier. Non, alors à Labège. Non. À Labège encore? En fait, on utilise une technologie de Montpellier. Bon, je vais commencer du coup par remercier Ferial Terki qui est dans la pièce et qui nous fait bénéficier de sa technologie de pointe, donc ce capteur de champ magnétique. Et donc nous sommes basés à Labège. Je voudrais déjà remercier tout le monde ici et souligner en fait la démarche de ERDF qui pour nous a été particulière. Parce qu'en fait c'est vrai qu'on a connu une phase de croissance assez importante l'année dernière et on n'avait pas trop tendance à être tourné vers l'extérieur. Et dans notre cas c'est vraiment ERDF en région qui a fait son travail et qui est venu nous chercher. Donc je remercie Jean Paoletti qui est ici présent aussi, qui a le premier pensé que nos compétences pouvaient servir donc les problématiques du réseau ERDF. Voilà, donc également, on est venu en force, effectivement. On est là ici, donc je vous présente Grégory qui est directeur général, Lamine au fond qui est directeur technique et Teddy qui est responsable de la R&D et qui a encadré particulièrement le projet avec un ingénieur de recherche qui est Thomas et que je remercie également énormément. Alors, qui s'occupe des finances et de l'argent, là? Parce que j'ai compris technique, R&D, les contrats avec ERDF, c'est qui? On a tous fait des thèses, effectivement, donc il n'y a personne du business. Vous avez le président qui est là, donc profitez-en. Hein. En fait, c'est Grégory et moi qui avons confondé la société, qui s'occupant un peu des affaires courantes, on va dire, avec les moyens du bord, mais on s'en sort plutôt pas mal. Peut-être Philippe Monleboux, ce lauréat, ce premier prix, ça a été le choix du jury, mais un jury dans lequel, bien sûr, ERDF était très impliqué, très investi. Pour vous, ça traduit quelle potentialité, quel usage pour demain? Alors, je n'étais pas dans le jury, donc je vais le dire d'autant plus facilement que je suis très heureux de remettre ce premier prix parce qu'au-delà de la rupture technologique qui est remarquable, la miniaturisation de ce capteur de champ magnétique qui, au-delà de la miniaturisation, est également une rupture en termes de coût, ça va ouvrir un champ, parce qu'on a beaucoup parlé de technologie, mais je crois que là, on vient de parler également des hommes, c'est-à-dire ceux qui, au quotidien, dans l'entreprise, sont au contact de l'électricité
je n'allais pas dire au risque de leur vie, parce que ce risque-là, on le maîtrise et on crée toutes les conditions pour, mais malheureusement, il subsiste dans ces situations à risque. Parfois, malheureusement, on arrive à l'accident. On l'a connu encore récemment, malheureusement, cet été. Donc là, cette innovation nous ouvre des portes pour aller encore plus loin dans la capacité à prévenir justement du risque électrique dans tout simplement le vêtement, les chaussures, que sais-je, tout ce qui est l'élément de proximité qui va permettre peut-être, là encore, dans le dernier 10 cm de prévenir l'accident. Et puis je dis ça parce que je suis très sensible à cette dimension humaine et évidemment nos salariés, c'est la première ressource de l'entreprise, au-delà des aspects technologiques, je pense que c'est bien aussi de le rappeler quand on parle aux technologies numériques, etc. Mais évidemment, il y a encore d'autres champs possibles qui sont ouverts grâce à cette technologie. Donc je suis particulièrement heureux ce soir, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir remettre ce grand prix. Messieurs, bravo et merci. Merci beaucoup. Et moi j'avais juste une petite dernière question, c'est... À quand le recrutement d'une femme dans votre comité de direction? Ah, il y en avait une sur la vidéo, on a vu, il y a Laurie, qu'on salue d'ailleurs. Ah bon, il y a Laurie qui existe, donc on pense à Laurie aussi. Mais oui, effectivement, il n'y a pas trop de femmes dans notre équipe. Bon, il va falloir diversifier ça, messieurs. Ouais. Merci à vous. Merci. Merci Jean-Christophe, bravo encore à toutes et à tous pour à la fois ce beau moment que nous avons vécu ensemble, ce moment, j'allais dire, presque d'avenir, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous construisons ensemble avec vous, dans cette dimension d'innovation ouverte, bien le monde de demain, celui des smart grids qu'on vient d'évoquer, celui des grands enjeux qui sont devant nous. On a parlé de transition énergétique, on a parlé de territoire, de dynamique possible. On vient de parler des hommes également qui trouvent là des ressorts nouveaux pour aller aussi potentiellement exercer leur métier dans des conditions plus sûres, plus efficaces, plus efficientes, etc., etc. Alors, et puis je voudrais remettre encore une fois là aussi en perspective cet événement avec, j'en ai parlé plusieurs fois, l'association Think Smart Grids, donc, qui est en l'occurrence, puisque souvenons-nous, cette initiative de ce concours a aussi été placée dans le champ des grands chantiers autour des réseaux électriques intelligents qui avaient été initiés par Arnaud Montebourg en son temps, qui a été ensuite reprise et qui voit aujourd'hui son aboutissement à travers le grand concours ERDF que nous venons de conduire. Si je le cite, c'est parce qu'en même temps, et ça a été dit par certains des lauréats, c'est aussi une capacité à se projeter collectivement, je dis bien collectivement, entre start-up, entre PME, entre monde universitaire, académique et entre grands groupes vers des horizons dans lesquels, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que la France a de vrais atouts. Si aujourd'hui les Google, Amazon, etc. ont de ce fait-là conquis véritablement le champ et la maîtrise en fait de tout ce qui est la mise à disposition des données et ces technologies, à nous de les utiliser, on le voit bien avec quel bénéfice, avec quel savoir et quelle performance, à nous de les utiliser pour aller conquérir celui des smart grids. Et en tout cas, c'est aujourd'hui une entreprise comme ERDF qui est à la fois implantée au plus près des territoires, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également qui offre aujourd'hui des possibilités d'ouverture, non seulement à la dimension hexagonale, mais également vers le monde. Et pour ça, j'en veux, pour témoignage, une initiative industrielle maintenant qui était un projet, qui est maintenant un déploiement industriel qui, dans quelques jours, va naître en tant que déploiement industriel, c'est celui du compteur Linky. On en a beaucoup parlé à plusieurs reprises ce soir, puisque le 1er décembre sera engagé, officialisé, le déploiement industriel de ce compteur. 35 millions de compteurs qui seront déployés d'ici donc 2021, 35 millions d'interfaces intelligents avec, Laurent l'a dit tout à l'heure, les clients qui vont ouvrir des horizons que l'on ne soupçonne pas aujourd'hui en termes d'utilisation potentielle, à la fois pour le confort, la performance, l'efficacité énergétique au service de chacun des clients, pour là aussi l'innovation au sein des territoires, ça a été dit tout à l'heure par Jean-Louis Missica, donc ouvrant des champs du possible auxquels cela dépassera certainement le champ de RDF, même si j'ai bien compris qu'on était très attendu, et qui va en même temps dynamiser toute une profession avec ces 35 millions qui sont autant de capteurs sur les réseaux pour ouvrir des champs nouveaux, Gilles l'a dit tout à l'heure, au service de la performance, au service de la résilience, au service de l'efficience de notre action et au bénéfice, in fine, des territoires et des clients. C'est une formidable aventure industrielle, ça veut donc dire une aventure humaine, ça veut dire une aventure technologique. Et merci encore à tous ceux
dans l'assistance ce soir, donc PME, start-up et puis évidemment collaborateurs de l'entreprise qui ont su apporter, je crois, cette belle dynamique et puis ceux qui nous ont soutenus, qui ont contribué à organiser ce concours pour lui donner toute sa vitalité, toute sa dimension, toute sa valeur. Et je l'ai dit tout à l'heure très sincèrement, également au-delà de ce que pour ma part j'aurais imaginé pouvoir avoir lancé le 15 avril dans cette grande salle du Rex. Alors vous comprenez à mes propos que ce n'est pas une conclusion, j'allais dire, c'est plutôt au contraire une ouverture vers un champ d'opportunités nouvelles. Ce concours est une réussite, en tout cas je le ressens comme tel et encore une fois, je pense que vous l'avez vécu comme moi de la même manière. Mais ce concours n'est qu'une première étape et je peux d'ores et déjà vous dire, sans trahir et sans avoir eu besoin d'une quelconque réunion d'un comité de direction, que nous sommes d'ores et déjà ravis de pouvoir vous dire qu'il y aura certainement une seconde session de ce concours et que j'espère aussi prolifique, aussi abondante et avec la même qualité et avec le même engagement de tous ceux qui ont contribué à en faire sa réussite. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci Philippe Monloubou. Alors, merci à vous, Président. On va appeler tous les lauréats sur la scène et tous celles et ceux qui ont remis un prix pour faire cette photo de cette promotion 2015, cette première édition des réseaux électriques intelligents. Alors, messieurs, vous allez être galants. On va mettre les femmes devant. Parce que... Mesdames. Vous allez encadrer. Félicitations. Bonsoir, Président. Alors, si on casse le matériel de la mairie, ça ne va plus, là. Attention, il y a un câble. Voilà, on peut les applaudir une dernière fois. Promotion 2015. Alors, restez, puisque maintenant va débuter, c'est normal, c'est le président Monloubou qui offre le verre et le cocktail qui se déroule dans la salle au fond de l'hôtel de ville pour la nuit des réseaux intelligents. Merci à vous.